ovation méritée pour cette belle sonorité. Nous n'avons pas l'habitude. Merci et je pense qu'on peut encore applaudir très fort. Itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire, elle est le titre de cet ouvrage que je tiens entre mes mains, dont l'auteur est une femme leader, une femme exceptionnelle qui croit en la jeunesse, en la femme. Sénatrice depuis 2023 et présidente fondatrice du groupe Hôtel Franco au Cameroun et en Angleterre. Bien évidemment, je parle de Madame Pouéné Françoise, que nous appelons affectueusement Mamie Nyanga. Je vais dire, cette femme exceptionnelle, promotrice économique, a hébergé dans son hôtel Franco, le hackathon national pendant 72 heures. Il s'agissait de 385 jeunes qui ont travaillé pendant 3 jours pour proposer des solutions innovantes. Mamie Nyanga est ici aujourd'hui. C'est une opportunité et je vous prie de profiter de cela pour parler des secrets, les secrets de la réussite de l'entrepreneuriat. Donc, je vais inviter ici à bien vouloir me rejoindre la sénatrice Madame Françoise Pouéné, Mamie Nyanga, sous vos ovations très nourries, s'il vous plaît. Et j'ai envie de dire, avec tout ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on peut encore lui demander? Hein? Qu'est-ce qu'on peut encore lui demander? De toujours faire en la jeunesse et en la femme. Il y avait quoi? Il y avait... Mais le micro est trop bas. Hein? Ça peut monter un peu. Merci. Hackathon. 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 On recommence. Hackathon. Vous savez, hackathon na chop. Mais hackathon is also réseautage. C'est parce qu'on a dit, hein? Hackathon. Réseautage. Parce que nous voulons des jeunes forts. Nous voulons des jeunes dans le réseau. Nous ne voulons pas seulement des jeunes qui mangent. We are not here only for chop, 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 chop. Non. Nous sommes là pour le réseautage. Et donc, je suis là pour vous parler de leadership. Et je laisse reconstruire en 7 points. Et en résumé, parce que je voudrais que tous les jeunes qui vont m'écouter cet après-midi ressortent d'ici avec les techniques de leader, qui ressortent d'ici transformés, car à partir de cette porte-là, ils deviennent tout de suite des leaders. Des leaders quoi?
des leaders charismatiques. Donc, nous allons parler des qualités. Nous allons commencer par parler comment devenir. Parce que nous sortons de 72 heures de marathon digital. J'ai été avec vous. We spent a wonderful time in Hotel Franco. I'm very surprised to see your engagement for this marathon. J'étais dépassée de voir qu'en 72 heures, les jeunes du nord, du sud, de l'extrême nord ont mis en pratique le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble est souvent dans la théorie, mais nous l'avons vécu dans la pratique et je voudrais vous féliciter et vous encourager d'aller parler de cette bonne nouvelle de vivre ensemble partout. Eh bien, je vais commencer, je vais rentrer dans le but du sujet. Je vais vous parler comment devenir un leader. Comment est-ce qu'on devient un leader? Devenir un leader, il faut premièrement être humble. Si vous venez devenir leader, vous devez commencer par être humble. Parce que si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas être leader. Deuxièmement, vous devrez être un leader, celui-là qui communique, qui partage avec les autres. Oui, celui-là qui veut partager, vous ne pouvez pas être un leader qui ne partage pas. Si vous ne partagez pas, vous ne pouvez pas être un leader. Moi, aujourd'hui, vous voyez comment partout où je passe, les gens disent « Mami Nyanga, Mami Nyanga ». Pourquoi? Mais parce que j'ai pris l'habitude de partager mes connaissances. Et c'est ça qui m'a rendu populaire. Et des vraies connaissances. Parce que si j'apprenais seulement aux jeunes à voler, est-ce qu'ils devaient dire « Mami Nyanga » Non. Est-ce qu'on acclame les voleurs? Hein? Mais parlez à haute voix. Vous dites quoi? Est-ce qu'on peut avoir un micro dans la salle, s'il vous plaît? Parce que je veux au moins écouter ce que les autres disent. Ça va vous aider. Parce que je voudrais que ça soit participatif. Parce que plus c'est participatif, plus vous aurez une tête bien faite. Un micro, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité. Un micro, parce que je veux que ce soit participatif. Je veux que vous réagissez. Je veux que vous intervenez. Je veux que vous partagez. Parce que quand vous allez partager vos connaissances là-bas derrière, avec les connaissances de Madame le sénateur, eh bien, les unes et les autres sortiront d'ici avec les têtes bien faites. Bon, si vous voulez seulement troubler, on va arrêter le cours. Hein. Vous avez le micro, madame? Vous avez un micro? Ok. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame la sénatrice. Bonjour. Vous restez sur communiquer. Chaque fois, quand on parle d'un thème, on reste sur ce thème. Communiquer. La question, c'est comment devenir un bon leader. J'aimerais savoir
les atouts qu'un leader doit avoir pour encadrer en fait, ses subordonnés, en fait. Mais monsieur, on vous a dit comment devenir un leader. Vous étiez là, non? Comment devenir un leader. Et maintenant, il y a 7 points. Comment devenir un leader. Et nous sommes déjà au point 2. Donc, chacun qui prend le micro parle du point où on se trouve. Il ne nous ramène pas en arrière. Nous ne voulons pas la danse de Bafia, before, for back, before, for back. Il n'y a pas de ça ici aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Communiquer. Si quelqu'un a quelque chose à dire concernant communiquer, un leader, celui qui a... Alors, un bon... Oui. Bonjour, Madame la Sénatrice. Bonjour. Please, can I express myself in English? Yes, you are very welcome. Okay, since we are at the point of communication, I just wish to know if communication it is much vital in, let me say, as a skill for a leader than technical skills on its own. Like, I wish to know if communication skills is much more prioritized Yes. than technical know-how when it comes to leadership. Thank you very much. Et c'est pour ça que sur sa question, vous devez vous exprimer toujours positivement. Parce que quand on parle de communiquer, il faut être positif. Il faut être positif. Vous savez, quand moi je parle comme ça, vous êtes là-bas derrière, vous pensez que Madame le sénateur est venue s'amuser. Moi, je forme le personnel de Google sur le leadership à travers le monde. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Vous savez combien Google me paye par heure? Vous croyez que j'achète mes salamandres, mes lunettes avec quoi? Je gagne $7,000 à l'heure. Donc, quand je vais comme ça, dernière station, pour ceux qui sont souvent connectés, c'était à Paris. Oui, et c'est chez Google. Et quand je viens parler de leadership comme ça, je suis payé $7,000 l'heure. Donc, quand je fais multiplier par 3, je bavarde comme ça 3 heures, je vais à mon hôtel, je bois mon vin, parce que je suis un leader. J'ai réussi à communiquer. J'ai réussi à faire que les uns et les autres respectent ce que je fais. C'est ça la communication des gens qui veulent devenir des leaders. Vous qui voulez devenir des leaders, apprenez dès aujourd'hui à communiquer. Parce que vous avez dans cette salle des jeunes qui aspirent à devenir leaders, ils ne peuvent même pas tenir le micro. Mais oui, il faut apprendre à communiquer. Et troisièmement, faites preuve de l'écoute. Un bon leader, monsieur, mes enfants, mes amis, c'est celui qui a la capacité d'écouter les autres. C'est celui qui a la capacité d'écouter les autres. Parce que si vous n'avez pas la capacité d'écouter les autres, vous ne pouvez pas être un leader. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Bonsoir, Madame la Sénatrice. Une personne à la fois. Bonsoir. Vous avez parlé de communication. Si cette communication vous détourne de votre... le fait d'écouter, l'écoute, le fait d'écouter les gens autour de vous, si ça vous détourne de votre vision, que faire? Est-ce qu'il faut écouter tout? S'ils font comment? Si cette communication vous détourne de votre vision, que faire? Est-ce que c'est tout ce que l'on dit autour de toi que tu dois apprendre?
En fait, comme ce que vous avez dit, il faut écouter. Merci beaucoup. Écoutez-le, s'il vous plaît. Si quelqu'un d'autre veut parler, prends le micro. Hein. Sinon, on arrête. Et moi, je rentre chez moi, je vais boire mon vin. Et 2 personnes seulement prennent le micro, on arrête, on continue. Bon après-midi, Madame la sénatrice. Merci. Distingués participants et bénévoles, bon après-midi à vous. Ma question porte sur le volet de la communication. Mon problème, c'est... On ne revient pas en arrière, monsieur. Madame, on a dit qu'il n'y a pas phobie, faux bac. Maintenant, on est déjà fait. J'ai levé la main depuis, mais on ne m'a pas choisi. Si je puis... Hein, allons vite, hein, parce qu'on me dit qu'il reste 5 minutes. D'accord, madame. Je voudrais savoir comment entretenir des conversations, la communication avec des personnes qui n'ont pas toujours la même vision, mais qui ont des éléments qui entrent dans votre vision. Mais c'est vous, quand vous communiquez avec les autres, c'est à vous à amener les autres. C'est ça, être un leader. Si vous êtes un leader, vous êtes devant et les autres veulent vous tirer par derrière, vous rentrez derrière, est-ce que vous êtes encore leader? Vous n'êtes plus leader. Vous n'êtes plus leader. Elle me dit qu'on ne doit plus vous poser des questions, mais pourtant, je pensais que c'était très intéressant comme ça. Parce que c'est là où les autres devaient apprendre. Alors, pour clôturer donc l'écoute, je voudrais clôturer en disant que quand vous écoutez, vous prenez l'habitude d'écouter vos collaborateurs et que vous respectez ce qu'ils vous disent. Vous allez simplement améliorer la condition de vous-même et de votre entreprise. Alors, nous sommes toujours comment devenir leader. C'est celui-là qui demande toujours le feedback. Parce qu'il faut toujours demander le feedback. Vous avez travaillé avec votre collaboratrice, vous le rappelez. Vous avez discuté avec quelqu'un, vous prenez le feedback. C'est ça les caractéristiques d'un leader. Prendre toujours le feedback. Vous voulez bavarder. Tant qu'il n'y a pas le silence, je ne parle plus. Je continue. Je veux comprendre le silence radieux dans la salle. Voilà. Celui-là qui veut le feedback doit être capable d'accepter les critiques. Et oui, monsieur, quand vous critique, quand vous êtes un patron, vous devez accepter d'être critiqué. Si vous n'acceptez pas des critiques, vous ne pouvez pas être, vous n'avez pas les caractéristiques d'être un bon leader. Donc, il faut accepter d'être critiqué. Il faut que Mami Nyanga accepte qu'on lui dise que ces salamandres-là ne plaisent pas aux autres. Oui, il faut que je sois capable d'accepter les critiques. Et si je n'accepte pas ces critiques-là, c'est que je ne peux donc pas être un bon leader. Cinquièmement, maintenant on va parler au stratégique. Parce que vous avez appris le marathon, vous avez appris, mais maintenant il y a la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Un bon leader doit se faire bien entourer. L'environnement, ce n'est pas l'environnement de forêt, c'est l'environnement autour de vous. Évitez de fréquenter des pessimistes, des envieux, des jaloux, des incapables.
des sorciers si vous voulez. Donc, évitez toutes ces personnes-là qui vont vous tirer vers le bas. Être un bon leader, c'est celui-là qui va changer le singulier vers le pluriel. Le moi, le je, le nombrilisme. Moi seul. C'est moi seul qui ai conçu ce palais de congrès. Non, c'est nous. Changez dans votre vocabulaire le je en nous. Nous avons fait l'hackathon national ensemble. Nous étions. Il n'y a jamais de j'étais. Parce que si vous voulez demain être des leaders et vous composez tout sur vous, moi, vous ne pouvez pas être un leader. Les autres même vont vous empêcher de devenir leader. Donc, déconcentrez. Donnez de la valeur aux autres. Oui. Valorisez les membres de vos équipes. Respectez-les. C'est ça un leader. Servez au lieu de vous faire servir. C'est cela, un bon leader. Alors, construisons le réseau. Nous venons de construire le réseau, le marathon digital. Et ce réseautage que nous venons de mettre en place, c'est parce que nous avons des leaders qui ont pensé, nous avons M. Ayou qui a pensé, nous avons le système des Nations Unies, en l'occurrence Mr. Martin, qui a mis tout en œuvre. Oui, on a fini de faire ça. Parce qu'il y avait donc des leaders. Et ce sont ceux-là qui ont organisé. S'ils étaient des mauvais leaders, ils ne viendraient pas organiser hackathon. Ils devraient vous organiser seulement à aller festoyer dans les boîtes de nuit, aller chercher les filles. Vous avez vu comment j'étais très content de vous à l'hôtel hier, parce que vous avez été des jeunes exemplaires. Vous avez été des jeunes disciplinés. Pendant 72 heures, on n'a pas attrapé quelqu'un dans le coin. Et c'était simplement formidable. Maintenant, on va donc parler des caractéristiques d'un leader. On a fini donc de dire comment on peut devenir un leader. Maintenant, on va parler de caractère, des caractéristiques d'un leader. Oui, un bon leader, c'est celui qui accomplit toujours ce qu'il dit qu'il va faire. Rien ne l'arrête. Contre vents et marées. Oui, il s'engage, je vais être sénateur, il devient sénateur. Il n'y a rien qui l'arrête. Oui, je vais être président de la République, rien ne l'arrête. Mais oui, monsieur, j'ai dit hier que j'ai vu en vous des jeunes capables, des jeunes organisés. Oui, c'est ça le caractère d'un leader. Parce que vous êtes 95% de votre talent. Donc vous êtes essentiellement ce que vous voulez devenir. Donc si vous êtes dans un leader et que vous ne pouvez pas accomplir votre entreprise, vous ne pouvez pas accomplir votre rêve, est-ce que vous êtes leader? Vous n'êtes donc pas leader. Un leader, c'est celui-là qui s'accomplit toujours. J'ai parlé tout à l'heure de la valorisation. On peut revenir dessus parce que si vous êtes un leader et que vous ne pouvez pas valoriser les membres de votre équipe, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien. Donc, comme vous êtes des nouveaux start-upers, comme vous êtes aujourd'hui dans la digitalisation, apprenez que vous devrez valoriser les membres de votre équipe. Et pour les valoriser,
vous devez toujours avoir le sourire au bout du lèvre. Et ainsi, je vais vous inviter chacun à se tourner, à donner le sourire à son frère ou à sa sœur. Souriez et regardez face à face. Oui, apprenez à connaître du fond de l'œil des personnes qui travaillent pour vous. Les leaders sont des personnes qui sont parfaitement organisées. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas organisé. Moi, je suis leader charismatique, tout ce que vous pouvez dire, parce que je suis bien organisé. Je me réveille toujours aux mêmes heures. Je fais du sport tous les jours. J'ai le même poids depuis 30 ans. Je ne prends pas 100 grammes de plus. Oui, c'est ça la discipline. Oui, je monte sur les balances tous les matins. C'est ça un leader. Oui, je ne prends pas un seul gramme. Je vais terminer dans 2 minutes. Malheureusement, les vraies choses, les bonnes choses ne durent jamais. Alors, les leaders, ils prennent toujours leurs responsabilités. Ce sont des personnes qui ont vaincu l'exclusivité. Des personnes qui ne s'accrochent pas en disant c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre. Non. C'est ça le vrai leader. Il y avait tellement de choses à dire sur le leadership. Les leaders, ce sont également ceux-là qui ont la capacité de prendre les risques. Parce que si vous ne pouvez pas prendre les risques, vous ne pouvez pas être un leader. Donc, apprenez à prendre le risque. Le bon leader, c'est celui-là qui accepte aussi l'échec. Parce que l'échec est le fondement de la réussite. S'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous, les jeunes, aujourd'hui. Nous comptons sur vous, nous comptons sur ce marathon national numérique qui a été organisé. Si je dois parler du leadership, je crois que je vais m'endormir ici. Mais je vais clôturer en disant que vous avez le boulevard qui est ouvert devant vous. Vous devrez être des leaders charismatiques plus que jamais. Parce que vous avez une place de choix dans la construction de l'Afrique. Et pour bien construire l'Afrique, bien entendu, ça va aussi passer par du numérique. Parce que vous savez, les Africains passent le temps à se plaindre. Nous sommes sortis de l'esclavage de la chaîne et nous sommes entrés dans l'esclavage intellectuel, qui celui-là est plus long, plus dur et plus sévère. Et nous comptons sur du numérique, nous comptons sur la jeune génération pour briser, changer ce paradigme, changer ce fusil d'épaule pour qu'ensemble, nous construisons le Cameroun plus solide et l'Afrique. Je vous remercie. Thank you very much for that wonderful keynote. We're going to go to other keynotes, and we would like to request that you make your keynote as short as 5 minutes so that we can have everybody, because people are getting impatient because of the delays, and we really apologize for the time. But I just want to remind us, if we are not aware, that other tracks are going on simultaneously, and we have the entrepreneurship track, which is happening at South Tripartite. There is a technology and innovation track as well. There's a sustainability track, and there are master classes that are supposed to be ongoing simultaneously with this session. So please be aware, and if you're supposed to be in a specific track as a speaker or anything else, kindly make your way to those different halls. Right away, I'm going to invite our next keynote speaker, who is a computer science engineer, co-founder and CEO of Ijara. And she is a formidable tech entrepreneur, data and AI strategist, and blockchain expert.
In 2020, she was ranked in the top 10 data visionaries. And Ijara is actually Africa's first known custodial crypto wallet and blockchain based mobile investment and saving platform. So, ladies and gentlemen, please help me put your hands together for Madame Nelly Chatu Diop. Okay. Hello everyone. Je vais passer en français et je vais conclure sûrement en anglais. C'est pas facile de passer après Mami Nyanga qui a électrifié la salle. Je suis très contente de voir tous ces jeunes femmes et ces jeunes hommes dans la salle. Après 3 jours non-stop de hackathon, je suis contente d'être là avec d'autres membres de l'écosystème tech camerounais qui est très vibrant. Merci à Mountain Hub, merci à Ayuk et toute l'équipe de nous réunir. Comme annoncé, je suis la CEO et fondatrice de Ejara, qui aspire, Ejara, nous sommes une fintech qui aspirons à permettre à tout un chacun, à partir de 1000 francs CFA, de pouvoir épargner, investir en toute sécurité. Et en fait, l'histoire d'Ejara commence en 94. C'est vrai, c'est très longtemps. J'étais une petite fille. Et si pour ceux dans la salle qui se souviennent, nous avons la dévaluation du franc CFA. Et c'est la première fois où je vois mon père pleurer. Et je me rends compte qu'il y a un souci parce qu'on a des classes moyennes qui essayent d'épargner le peu d'argent qu'elles arrivent à gagner, mais qui n'ont pas beaucoup d'options financières pour pouvoir sauvegarder leur épargne et faire fructifier leur patrimoine. Et la petite fille que je suis garde cette image traumatisante dans mon subconscient. Et quelques décennies plus tard, armée d'un diplôme d'ingénieur, par ma passion de la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle, la blockchain, je me demande si je ne peux pas mettre ces outils-là au service de ma communauté pour justement pouvoir construire la finance de demain, une finance beaucoup plus inclusive et une finance aussi qui est portée par les femmes parce que traditionnellement, nous sommes dans un écosystème, dans des technologies, que ce soit finance ou alors intelligence artificielle, computer science, qui sont fortement drivées par des hommes. Et c'est comme ça qu'en 2020, je rentre et je crée Ejara. Et je pense que un des plus beaux moments de ma vie, c'est les premières transactions en mars 2021 sur la plateforme naissante, Ejara. Aujourd'hui, nous sommes dans 11 pays en Afrique francophone. Nous sommes aussi en Europe. Nous avons plus de 250 000 clients, plus de 20 000 marchands informels qui font des transactions en moyenne 3 fois par semaine sur la plateforme pour épargner à partir de 1000 francs. Et nous avons levé 10 millions de dollars. C'est une des plus belles levées en Afrique centrale. Je ne vous raconte pas ça pour m'auto-congratuler ou dire que les équipes d'Ejara sont les seules à faire des choses extraordinaires. C'est en fait un plaidoyer pour vous dire que si une jeune femme comme moi, née et grandie au Cameroun, arrive à le faire, je parle à toutes les jeunes filles, vous pouvez aussi le faire. La technologie en Afrique doit être féminine. L'Europe, les États-Unis, l'Asie construisent des écosystèmes technologiques qui sont dominés à 90, voire 95% par des hommes. Je pense que nous pouvons faire différemment et je pense que c'est la chance unique que nous avons en Afrique et au Cameroun de pouvoir faire de la technologie inclusive où les voix des femmes, des jeunes femmes, des hommes aussi bien sûr, seront écoutées, seront combinées pour faire des solutions adaptées à nos besoins. Donc, je vous remercie tous d'être présents aussi nombreux, en particulier les jeunes filles. Je vous encourage à embrasser vos rêves, à embrasser votre vision et à venir construire avec nous cet écosystème vibrant dont nous avons tant besoin au Cameroun. Merci à tous. Merci pour la présentation de ce projet.
10 millions de dollars. Je pense quand même que ça mérite encore plus d'acclamations et surtout les encouragements pour la femme et la jeunesse. Merci. Professeur Tani Emmanuel est le vice-chancelier de Seven International University, pionnier de la faculté de technologie et d'ingénierie de Boya. Il va nous entretenir sur la technologie des énergies renouvelables durables pour l'électrification rurale du Cameroun. Je vous prie, s'il vous plaît, d'ovationner pour le professeur Tani Emmanuel. I want to thank the organizers for inviting me. I've had a cold for 3 days, but I could not stay away from this very groundbreaking conference. So I'll try very quickly to go through something important I've prepared for you. Let's go to the outline. I want to talk about how we can use renewable energy technology to solve the problem of rural electrification in sub-Saharan Africa. So I'll go through the resources we have in Cameroon. I'll propose some systems that come from my research that we are using for community. And I'll talk about the sustainability of technical capacity in our country, how all of these young people can be involved. Then we'll have some conclusions. Next slide, please. Now let me situate the problem in our context. The slow pace of rural electrification is an existential threat to the development of sub-Saharan Africa. To give you an example, the World Bank, in a report in 2017, stated that 95% of people without electricity live either in sub-Saharan Africa or Asia, and 80% of these people live in the rural areas. Another alarming World Bank report stated that in some communities, access to rural electrification is as low as 0.4%. That was in the DRC. Now this situation is a dead weight on the development of our continent. Next slide. If you look at the Sustainable Development Goals, SDG 7 energy is at the center. That's the epicenter of the SDGs because it impacts everything. Take SDG 4 education. If you don't have electricity in the rural areas, you cannot use microscopes to teach biology. You cannot turn on a computer to teach people to learn up to university level without seeing a laboratory. That's in education. If you take the healthy life, you cannot even run a small health laboratory in a rural area to know what somebody is suffering from. So energy is at the center, is the epicenter of all the SDGs. So that's what we are suffering in sub-Saharan Africa. Next slide. Now, at the continent, no, there is something you're missing. Maybe just go up a little bit. No, all right, leave it there. What I was trying to say here is that our countries have responded to this energy challenge with a lot of visions. In Uganda, you have Vision 2030. In my own country, you have Vision 2035. Every country has a vision, and it is energy which is the central pillar of all of these visions. That should have been very good for Africa. At the continental level, the AU elaborated STIZA 2024. We're already in 2024. Some years back, Science, Technology, and Innovation Strategy for Africa. That has 5 pillars, what they call clusters, and energy is also one of the central pillars.
One would have thought that we move very fast, but sadly, all of these contributions and continental plans are not delivering electricity to our rural population. So sub-Saharan Africa is still limping towards what should be a given, that there should be energy for all. That is a given, it's not to be negotiated. So we are limping towards that goal, and my country, Cameroon, is limping too. Next slide. Now we recognize that the problem of rural electrification is multifaceted. It's not a simple problem. It's political, economic, sociological, and technological. But our role as technologists is to help the country understand a good roadmap for rural electrification. And all the experts agree that that roadmap must be based on renewable energy. But a fundamental problem with renewable energy is sustainability. Renewable resources need to be sustainable for you to base your plan of electrification on them. Next slide. Next slide, please. Okay, we'll quickly look at the resources. If you start with solar energy, we have it in all 10 regions in abundance. The three regions of what they call the Great North are most endowed, but almost everywhere else in Cameroon, we have enough solar energy to produce electricity for everybody. Next slide. Next slide, please. We have another important resource, what we call mini hydro resources, waterfalls, and fast-flowing streams and rivers. These resources don't need dams, so it's very cheap to produce electricity in communities that already have these resources. Next slide. We go to an important resource in the littoral and the southwest regions. You have an abundance of empty palm fruit bunches. People just throw them and waste them, but they're a good resource for building energy generators. I don't know about other regions. I think in the east, which is also in the forest region, this resource is also there. Wind, the far north, is most endowed, but some of the highland areas, the BLM, have done some experiments there. In Mount Cameroon, if you go to even Hot 1, which is not far from the base, you have a good wind strength. All highland areas have enough wind speed for us to produce electricity. Next slide. Then the icing on the cake is that we can also combine these resources. We can have hybrid energy generators by combining two or more resources. Next slide. All right, we'll look at, I have researched on these systems to help engineers to build what I call 10 key systems. If you take a generic system built here, you want to build your own, it's very easy to quickly build your own and get it to work. Whether it's solar, mini hydro, biomass, wind, or hybrid systems. Next slide. If you take the solar systems that we know, they are not so easy. If I want to build a solar plant, there are a lot of what I call technical economic issues. What we call the levelized cost of energy, as the energy per a kilowatt of energy, is still very high for solar, in spite of the multiplicity of equipment that we see around. Solar energy is not cheap. When you want to build systems that produce a lot of energy, so we have that problem. Then in Cameroon, you have a multiplicity of equipment. If you take your solar batteries, I've used so many types. Some don't last 6 months. You have this problem of reliability of equipment. So if you want to build these systems,
you must be very knowledgeable. Even if you spend a bit more, get what we call rated equipment to ensure your systems can work for 10 to 15 years. Next slide. Then an abundant resource, waterfalls or fast flowing streams. We don't need dams to build energy systems from this. They are really quite easy, quite easy. If you just go to the next slide. There we see a fast flowing stream. If we divert the water to impact on a turbine, that water would drive the turbine and produce electricity. If we are lucky that the stream is near a village, a community, will produce electricity very cheaply. The only thing that can add to the cost is if the river is like 10 kilometers from the village, then you need a transmission line to transport the energy to the village, and that will add to the cost. But these are all systems we can build very easily. I'll get to the role of the young people soon. Next slide. Where there are some technical economic issues. Just go to the next slide so that we'll quickly home in on the pitch of my lecture. The biomass system. I talked about empty palm fruit bunches. They share the same technical problems, but the levelized cost is very low. These systems are cheap to produce. Once you have a sustainable amount of empty palm fruit bunches, like in the CDC in Boya, those things are piled doing nothing. In the littoral, you see a lot of waste. They are not being put to good use. But the downside of this is that, like all thermal power stations, when you burn anything, the emission of gases to the environment is not a good factor. So just know that if you are using empty palm fruit bunches, you are going to have this problem of emission of gases. We can live with that, you know. You can't win all the battles. I'd rather have electricity and probably pollute my air a bit than not to have electricity. Next slide. Wind, okay, we talked about that. Just go to the next. Yeah, the hybrid systems. The problem here, yes, the problem here is that in the dry season, the waterfalls and streams reduce in pressure, what we call the hydraulic head. So in such cases, you build a small solar component and combine it with a hydraulic resource so that the community has enough energy. Next slide. All right, now let's look at technical capacity. This is where the young people come in. All of those systems I have outlined need microgrids. They are not connected to the main grid of a NEO. So it's not enough to build the power systems. You need to build a microgrid to transport the energy to the communities. So you need several groups of types of experts. You need power systems engineers, electronic engineers, computer engineers to work on the microgrids. That's where the startups come in. If you have startups employing young people from those three disciplines, you can really make an impact. Your only problem will be how to mobilize the resources to do this work. Okay, last slide, go to the conclusions. So what I've quickly demonstrated is that rural electrification of Cameroon should be based on sustainable renewable energy strategy. You can build 10 key systems based on research that has been done, providing generic systems that can just be adapted to each community. And you need multidisciplinary teams of technicians and engineers for efficient deployment of systems, the startups. So we should see rural electrification both as a challenge and an opportunity for the creation of startups. Thank you very much.
Thank you very much. We're going to move on to our next speaker. And our next speaker is the CEO of Mevians. And Mevians is a digital financial service provider, fintech, and technology consulting. And this person has managed Mevians since 2013. And he's developed and managed over 2,000 agents commercializing digital services such as bill payment, airtime, and mobile wallet top up via the online payment platform called as Mobile Pay. So please permit me welcome this moment Dr. Engineer Quenty Azong. Please put your hands together for him as he makes his way to the stage. I'll invite you to kindly make your keynote as short as 5 minutes. Thank you. So thank you very much for that introduction, and I would indeed make it as short as 5 minutes. So I'll tell you a short story, right? The story of Mavians began with a gentleman by name Jerry Chiambe, who was visiting Cameroon in 2012, visiting his parents, and decided to go to the electricity provider. Back then it was IESONL, to pay his bill, right? So having waited in line for about 2 hours, somebody approached him to trade his spot in the line on the queue for 500 francs. And Jerry accepted, and this massively shortened his time to get to the queue. I don't know how many of you here have had the experience of going to a mill to pay your bill, but I guess if you lived in our time, you would understand what I'm saying. So immediately this experience kind of sparked a light bulb in Jerry's mind. Like, this is an opportunity. How can I shorten the time people spend to pay bills? Jerry founded Mavians in 2012, and later that year, Jerry called me, very, very excited, and said, Quenty, I have a bright idea. I want to be able to create the next big thing in Cameroon, and why not Africa? And Jerry talked to me about his vision of creating a payment platform where the transfer of value can be as seamless as sending a WhatsApp message. At the time, I was an engineer. I was working for Siemens. I was creating top-notch technologies in the space of high-speed trains. And I thought to myself, am I ready to join Jerry in this adventure? It took me a while, but at the end of the day, I decided to pack up my things, to quit my job, and in 2013, I landed in Cameroon, took up base in Douala to try to build the next big thing. I think we were kind of ahead of our time, because at the time, everything I talked about in Cameroon around the fintech space, about what the solutions can provide, many people did not understand. Anyway, 11 years down the road, I can tell you that Mavians is a household name today. We have been able to connect all the key service providers in the market. We are today the key partner managing payments for the Brasseries du Cameroon, for Eneo, Camwater, Canal Plus, MTN and Orange, Socafam, just to name a few. And to correct what the lady just said, we are actually managing an agent network of 12,000 agents, active agents today. These are agents for which we provide decent work and contributing to the UN Development Goal number 8 of providing decent work in the community, as well as elevating poverty. Today, Mavians employs about 80 young people, and we are growing massively. So when I look into the room, I see a lot of young people, and I'm looking at you and I'm thinking to myself, are we looking at the next Elon Musk? Is the next Mark Zuckerberg sitting right here in this room? Is the next Jeff Bezos right here with us? I want to tell you that this is possible. If we can do it, you can do it. Technology can be the real driver for economic leapfrogging. Unlike other industries where you need a lot of raw material,
you need a lot of logistics, you need a lot of high capital in order to be able to grow. Technology provides you with that chance to sit in your bedroom with a laptop and create the next solution to Africa's problems. So when I'm looking at you, and I'm very happy to be here today to see the energy that's in the room and saying that 5, 10 years down the line, when you are going to create that next big thing, I'm happy to have been part of that journey. In order for us to thrive as technology leaders in this industry, we need a thriving technology ecosystem. We need to understand that in an ecosystem like this, technology provides us the one thing that multiplies when you share it, which is knowledge. We are not afraid to compete. We actually need this ecosystem to thrive. And it is for this reason that I would like today to announce that plus minus 50 companies in this ecosystem have put themselves together to form the Cameroon FinTech Alliance, and we are inviting all of you, plus people who want to create industries, people who want to new startups, that please join us. Let us together create the Cameroon that we thrive. I'll leave you with the following quote from Henry Ford. They say, coming together is the beginning, keeping together is progress, working together in success. Let us all work together, leveraging technology to build the Cameroon and the Africa that we want. Thank you very much. Thank you very much for making it a little over 5 minutes. All right, so we're going to invite our next speaker. We have our panel coming up, so please be patient. Members of our panel, we apologize for the time once again. I'm going to invite our next speaker, who is the CEO of African Business Angel Network and fund manager for Catalytic Africa, a co-investment facility for early-stage startups in Africa. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Fadila Chumba. Do we have Fadila Chumba in the hall? Okay. Thank you. Please, you have 5 minutes. Thank you so much. Thank you so much to the organizers and the team behind putting all this together. But most importantly, thank you to all the innovators in the room. You know, distinguished guests, I would like to first of all acknowledge all protocols. Today, we gathered to discuss a theme that is at the heart of collective or our collective future: technology, innovation, entrepreneurship, and sustainability. These 4 pillars are very essential components that are shaping our current world, and that will be shaping our future. To the 380 dynamic, intelligent youth who have come together to co-create 17 new ideas, your ideas matters. They simply matters because each of it, sparked out of creativity, has the potential to lead to something significant for our community and the world. So, but while we're celebrating these ideas or the potential of these ideas, it is important to remember that the success of these ideas rely on a framework we establish to support them. Think about the most groundbreaking idea we have today in Cameroon.
I'm not talking about mobile transferred money. I'm talking about Mavians. Established in 2012, these founders were building in silence. Over the years, it's only recently that they had emerged and that people were aware of what they have built. And today, I'm proud to share with you that they are processing over 70 million euros monthly. That's a significant achievement. So, the keepers of the framework I was referring to are the innovation hub, the incubators, those that will provide the tools that you will use in order to test and refine your ideas. The youth that we have today is great to have ideas. But one thing that I would like to share with you today, don't fall in love with your ideas. Make sure you're able to test them as efficiently as possible and grow them as fast as possible. And that's exactly what Ijara did and was able to come out in 2021 and raise that amount of money that she just mentioned. When we think about sustainability, it's becoming even more crucial. As you know very well, I will not repeat what we have heard before, but we know that our planet is suffering. So as we innovate, I will urge the young people here today to not only create ideas that are commercially viable, but we need ideas that have social impact, because these social impact will what would remain sustainable. And of course, we need a framework for that. So, how do we build a framework? First, we need to collaborate across discipline communities. We need to create structure that are not only inclusive, but those that are resilient. Secondly, we must embrace agility. If you do have an opportunity to speak with one of the entrepreneurs who have succeeded, like the likes of Mavians Ijara, they will tell you that we are very agile. We're able to get to market, test the product. If it doesn't work, we move on. We don't fall in love with our ideas. Lastly, we have to take into account capacity building. It's very important that we're able to equip ourselves and the future generation with the skills of creative thinking, like Mountain Hub and team have achieved today through the 72 hours marathon. They have to be able to think. And all you need to do, but sometimes it requires you to close your eyes and think about a problem that your community is facing and a solution that you can possibly provide, but you need to test it. So I urge you, that's my call to action. For entrepreneurs, continue to innovate in a very bold manner. And make sure that as you're innovating, collaborate with relevant partners to amplify your impact. Get your ideas tested and refined. To the enablers, these are the incubators, innovation hubs, the likes of Mountain Hubs and others incubators across Cameroon. Create platforms that support knowledge sharing, mentorship, build network that connects emerging entrepreneurs with experienced entrepreneurs, like the likes of the Ijaras
and the Mavians so that they can learn faster. To the investors, those that I do have the privilege to represent on the continent, let us continue to take risk at early stage. Let's acknowledge these bold ideas that are emerging within Cameroon to the world or for the world and commit capital, our network, and our mentorship in order for them to build in a sustainable manner. So just to conclude, once again, thank you. And the reason why I'm doing what I'm doing as the CEO of the African Business Angel Network, as well as the fund managers of Catalytic Africa, is because we believe that your ideas matter. But in order to attract the right capital, you have to get it tested and refined. The capital will come to you. Have a wonderful day. Merci, merci pour ces conseils et astuces. C'est une véritable richesse de les avoir ce soir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, une des missions clés du programme des Nations Unies pour le développement est de promouvoir les industries durables et investir dans la recherche scientifique et l'innovation afin de faciliter le développement durable. Nous allons donc passer à la prise de parole du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Il va nous entretenir sur le rôle de la technologie, la jeunesse, l'innovation et l'entrepreneuriat pour le développement du Cameroun. Je vous prie d'accompagner avec vos ovations Mr. Martin Hart Hansen, s'il vous plaît. So all the high-level people are gone, so I don't need to spend time observing protocols. I can just say all protocols observed. I had actually prepared like a proper keynote, but we're running late, and I only have 5 minutes. And I was inspired by a couple of our previous speakers, so I've changed completely what I was going to say. I also have to be honest that the speech that I had prepared was a partnership between AI and I, because I had actually entered some keywords into ChatGPT to just see what would I get out of it. And I don't know, surprisingly or not, it gave me a fantastic speech that I then did a few adjustments to and made it a bit more relevant. But now you're not going to hear that speech. But I'll give you the keywords. You can put them into ChatGPT yourself, and then you'll probably get the same speech. Can I use this? Sorry, there we go.
something about be ready to let your ideas go. I'm going to put a bit more rough. I'm going to say be ready to kill your babies, not your little babies, but your ideas. Once you have tried to validate, you have tested, and you realize this is not going to work, let it go. Because there's nothing worse than wasting time, energy, and money on an idea that's not going to work. And let's be honest, not everything is going to work. We heard Ayub say in the beginning, he failed 5 times before he actually found the right idea to work for. So be ready to kill them early if it's just not going to work. And if it's going to work, grow them fast. I just talked about failure, and I know in certain contexts, in Africa in particular, I've heard this from several young entrepreneurs, failing can be catastrophic. But you have to also understand that it will happen. And when it happens, you fail forward. It's a little bit like when you walk down the street and you trip in a pothole, which is a common occurrence here in Yaoundé, as you all know. You trip, but you move forward, right? So take your failures as just that little bump in the road that you trip over and learn from it. And that is the essential part here. You have to learn. Don't make the same failures twice. So learn. And when you seek to build your company, then surround yourself with people that are smarter than you. You are definitely not going to be the smartest person in the room on every single topic. And that's okay, because there are other people that are smart on the subjects that you are not. And don't be afraid that they will take your shine or that they will outshine you on knowledge. It is the only way that you can have a complete team is to surround yourself with people that are smarter than you. And you will learn from them too. And you have to keep learning. There's never a point in time where you, as a human being, are done learning. Everything is a learning. I still take classes and courses because I'm not done learning. And then, similar to people that are smarter than you, try also to engage with people that have nothing in common with you. When you walk into a room, look at the people and say, who do I have the least in common with? And then go and talk to them. Because again, that's when you will learn. And finally, it's your team that matters. It's not only your product. Of course, it helps if you have a good product. But when investors, and I'm sure Fadila can also attest to this, when you have a team that can bring a good idea to life, and the investors see this, they invest in the team. Yes, they invest in the product, but many, many times you see that startups that have been bought by venture capital funds and so on are actually taken off the product because the product will now go to the collection of startups that this venture capital has already going. But the team will be then given a new idea and say, why don't we try to run with this? So it's the team that matters. So make sure you get your high-performing team in place, because at the end of the day, that's where the investments will come. So from ChatGPT to a few random thoughts on an iPhone, these were my words. I'm amazed at the work that our young innovators did over the last 4 days. I hope you will all enjoy the next couple of days of the summit. This is our UN booth out there if you want to know more about what UNP and other UN agencies do. My colleagues will also be on different panels during the next couple of days, so I hope you enjoy that. And thank you for coming. Merci, Mr. Martin, pour ce partage.
En effet, ceci n'aurait pas été possible sans vous. Il est question de former et capaciter les jeunes afin de les rendre plus compétitifs et pour changer le futur. Mesdames, Messieurs, partagez vos idées. Ce qui m'amène à préciser que le PNUD est donc le sponsor officiel de ce sommet inédit organisé au Cameroun. Merci, merci aux partenaires, merci à GIZ, merci au Mountain Hub, merci à Ejara, merci à MTN, merci à tous ceux qui accompagnent et soutiennent ce projet. Beverly est une journaliste multimédia spécialisée dans l'environnement, présidente fondatrice de l'association à but non lucratif Eco Game Changer. Elle est auteure, TEDx speaker. Beverly Diffoin nous vient de l'Indiana spécialement pour participer à ce sommet. Modératrice du panel de la journée, Beverly Diffoin, merci. Hello, can you hear me with this mic? All right, thank you very much. Felt strange being introduced. All right, thank you so much all for waiting up to this point. I'm so grateful. And at this moment, we would like to invite our panelists on stage who will be sharing more on the theme that we have for today and for the rest of the days that we have, mostly innovation, technology, entrepreneurship, and sustainability. So please, if you care, may kindly make your way to stage. Firstly, I'm going to call the beautiful Diana Davila, who is Director of Communications and Public Diplomacy at the U.S. Embassy. Please put your together as she makes her way to stage. Thank you, Davila, for staying up to this point. I know that this is a little bit of protocol breaking for diplomacy, but we are grateful that you could stay. So next, I'm going to invite Dr. Denise Ngai, who is Director of Projects, Ministry of Post and Telecommunication. He's still around. Please make your way to the stage. Thank you very much. Across the main theme that is driving this conversations that we've been having at least since January. We've been having ones that we have been until this moment. We'll be meeting in this 3-day summit, and so we're going to be hearing from these experts who are working in different classes and different organizations, institutions, and businesses to drive innovation, technology, and also enable sustainable growth. So I'm going to ask firstly a general question to all of our panelists, and you can answer one after the other the same question, and then we can go a deep dive into specific areas of work for different panelists. So to begin with, talking about
economic development and sustainability and technology, one thing that you're reflecting on was the story or the history of development from industrialization to technology to climate change to AI. There seems to be some superpowers that drive the agenda. And then the countries or continents like Africa, Cameroon, India tend to follow. And there's also this divide, global north and global south that we know about. Global south is the countries that are middle income and low income, and Cameroon falls in between. And then I think of a country like Singapore, which was geographically in the global south, and it's now in a higher income country, meaning it's now in the global north. And I'm thinking, what did Singapore do differently that Cameroon cannot do? Or what are the challenges that are standing in the way of Cameroon leveraging technology to boost its sustainable economic growth, and what can we or anybody do about it? So, if I may start with you, the leader, you have the mic. Beverly. It's such a pleasure to be here with you all today, this afternoon. My name is Gaina Davila, and I am the Public Affairs Officer of the Justice Director of Communications and Public Diplomacy at the U.S. Embassy. So, Beverly, thank you for that question. The first thing that I would say is that, at least from the United States perspective, when we look at the continent, many of us think 26 years from now. 26 years from now is going to be 2050. And by 2050, 15%, a quarter of the world's population, will be from this continent. And so when I think of Africa, when I think of U.S. foreign policy, more generally in Africa, the reality is that we see the continent as collaborators. We see individuals who are coming out of the continent as collaborators and as partners, close partners. I would even say friends on that front. So as an American diplomat, what I would actually like to highlight is what I've seen as great opportunities here in Cameroon. Number one being all of you in this room, the youth. I've heard quite a lot of people speak about leadership. I've heard folks mention the importance of agility. And the reality is, within the past 2 hours that I've been in this room, I've met with at least 10 different entrepreneurs who are at the forefront of driving economic growth. They are at the forefront of doing what anyone might say is successfully engaging in economic growth. And so what I would like to do today is just highlight some of the ways that we, as far as the U.S. Embassy goes, look to partner with many our opportunities is our exchanges. I'm actually being questioned here, the whole panel, the panelists and I are being questioned by Mandela Washington Fellow, Beverly, who participated in one of our exchanges. I've met with multiple individuals throughout this afternoon who have participated in U.S. exchanges that have allowed them to move the ball forward, that have allowed them to scale their businesses, to scale the work, the positive work that we're doing here at leaders. And so I'll stop there for now, but again, when I think of Africa, when I think of Cameroon in particular, I think of the future. And I think of the leaders that are being cultivated right in this room, and I look forward to seeing all the great work that you guys are doing. Thank you very much. Can you please pass the mic? Yes, thank you. Thank you very much for merci bonjour et c'est un plaisir d'être ici parce que c'est une part d'innovation pour moi, c'est quelque chose pour les employés pour la transformation de notre vie. C'est ça, nous avons parlé du numérique, sans l'innovation, nous ne faisons que des choses. Et un thème aussi important comme celui-ci montre la suffisance combien les organisateurs tiennent notre pays en stimulant l'innovation, en stimulant la technologie. Et dans le contexte actuel, moi je suis président du gouvernement, il est important de bien savoir que le gouvernement a un rôle à jouer pour stimuler l'innovation dans notre pays.
ces jeunes entrepreneurs de l'Église qui sont ici doivent comprendre que le gouvernement se doit de les accompagner dans leurs activités, dans leur mission, dans ce qu'ils essaient de faire. Donc, je serais bien heureux de répondre aux questions et essayer de discuter au gouvernement en trouvant quels sont les différents défis. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine pour essayer d'accélérer les choses et permettre aux jeunes qui font la l'innovation de trouver des solutions les plus idoines, tout en affrontant les difficultés auxquelles nous faisons face. Thank you, Randy, and hello to all my fellow panelists. Hello to all the listeners. I'll just go straight away to this question. What makes Singapore different from Cameroon? I have very straight answers to that. To me, it's basically a mindset issue within our context. In Singapore, we have understood, or those in Singapore have understood the importance of a startup or startups to the economic development of their environments, their country. But somehow, in our context, which is Cameroon, we have understood, say, that somewhere along the line, we are probably, limited by resources, and then, somewhere along the line, there is something about the will which isn't there. If we see startups as the engine to, developing Cameroon's industry, startups as the engine to developing industries, there is no reason why we should invest in startups. And I think investing in startups is something I personally see as emerging in the last couple of years in Cameroon. Because as much as possible, young people are beginning to realize that the job market is quite, full and unable to absorb them. And then you have them, trying to be self-employed, trying to build, before, what I like about the current scenario is the fact that before you had young people switching to self-employment opportunities because they felt that was the only way out. That was the only way to keep them busy in the absence of not being able to acquire a white-collar job. But today, out of 100 entrepreneurs that we in UNDP work with, you see these startup entrepreneurs with a passion who don't even want to wear white-collar jobs. It's not in part of the dreams because they do not want to work for anybody. So to say that what really makes this advanced technological world what it is because they have learned to focus on the practical aspects of what builds their economies. And what builds economies begins from our educational levels. Today we had schools integrating entrepreneurship, but at some point you want to ask the question, is it just giving entrepreneurship classes or lessons from class 3? What is the whole idea behind entrepreneurship? What are those practical lessons that we are giving to our children in the classrooms that can make them know that the practical and the theoretical parts of the education goes together? I think that that's where some of these countries like Asia and China, I visited some countries out there, and you opportunity to visit the lab, and you see kids as young as they are working on, building cars, electric vehicles, doing robotics and all of this.
These are things that our startups here in Cameroon are really, striving, trying to do. We have a lot of them coming up with holiday boot camps for, to help these young people really get hands on these things. But I think that is basically where the difference lies. Like we need to, it's time for us to start focusing on investing in these engines. These engines and these startups, and I think it's time for us to invest and to mean business on investing in them. Thank you. All right, I'm just going to pass to you, Olivia, to answer the question. So good afternoon, everyone. I would like to express my deepest thanks to the organizers, especially to Israel for inviting me today as a speaker. For having me. So sorry, I'm going to continue in French because those topics are so crucial, so important that I want to express myself slowly and be understood. Donc, je ne partagerai pas forcément les avis de mes précédents panélistes. Pourquoi? Parce que le développement, c'est quelque chose qui s'apprécie sur le temps long. Et on compare sur des périodes données. On ne va pas faire une grosse histoire ici, mais les puissances, on va dire, il y a de cela 2-3 siècles, étaient des puissances maritimes. Après, c'était des puissances, on a trouvé que c'était des puissances ferroviaires. Et aujourd'hui, ce sont des puissances industrielles et technologiques. Alors, je trouve que nous, le Cameroun, on a gardé des ciments qui font que des valeurs qui sont dans notre coutume, dans nos traditions, dans nos façons d'interagir en société, font de nous aussi des puissances en devenir. C'est pour ça qu'on parle de nous en tant que pays émergent. Ce qui fait que on ne doit pas forcément se comparer aux autres. On doit plutôt capitaliser sur ce qui fait de nous des Camerounais. C'est vrai, moi je ne voudrais pas emboîter le pas sur les représentants du gouvernement qui sont là, qui vont mieux le dire que moi, mais je ne pense pas que ce soit forcément le politique qui va nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que j'encourage plutôt les innovateurs qui sont là, à plutôt chercher à adresser les problèmes qui sont face à eux, trouver des solutions pérennes, que ce soit en préservant l'environnement ou pas forcément, parce que les puissances qui sont aujourd'hui technologiques ou industrielles sont des plus grands pollueurs. Donc ce sont des débats qu'on peut avoir à l'infini. Et vraiment se concentrer sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, et non pas vouloir se comparer aux uns et aux autres, parce que ça peut forcément un peu biaiser les débats. Thank you very much for explanation. I'm going to go a deep dive to the different areas of work for all of us on the panel. Of course, I'm going to start with the beautiful US once again. So, talking about the US Embassy, which we're representing the embassy in the United States generally, and your diplomatic activities, I would like for you to speak to any successful cross-sector collaborations among diplomatic missions at the US Embassy, governments and private companies that have or could potentially spark innovation and economic growth. Thank you. My pleasure. And I just want to echo the things of my panelist, Ayuk, who is the visionary behind this incredible tech summit. I have been so pleased to see the work that you all are doing here, and I look forward to seeing the many ways that we will continue to support the work that's being done here through the US Embassy. Now, to respond to your question, when I walked into this room earlier today, I was greeted by about 5 different alumni, folks who have participated in US Embassy exchanges. One of the participants, perhaps I won't mention his name, but he serves as a really great example of what the US Embassy, the US government is able to do through entrepreneurship here and through the youth here in Cameroon. So this individual applied and was part of our Yali network. And he applied for a grant. The grant was 25,000 USD. So en français, ça sera
15 millions CFA de subventions. Alors, c'est pas petite chose. 25,000 US dollars. He was awarded this amount. And through the grant that he received, he was able to build out an accelerator in 2022. This accelerator brought in 30 startups. From the 30 startups, they then built out 10 businesses. Of those 10 businesses, so each of those 10 businesses, with the exception of one, was able to hire 2 to 3 Cameroonians, and one of them was able to hire, I believe, 11 Cameroonians. And so when you think about just the scale up potential of what can happen when we partner together, what can happen when we are forward looking. And I need to say again, going back to 26 years from today, 26 years from 2024, we're going to be in 2050. And by then, 15% of the world's population is going to be from this beautiful continent. And so when I think of the many successes that the U.S. Embassy has had in Cameroon, I think of people like this gentleman who happens to be one of the organizers of this event along with IU. And I think of, if I can give another example, Brittany, I don't know if she's in the room, but she is one of our tech girls, another example of our exchanges that we have. And through the work that she's been able to do, she's created a device that allows farmers to actually test their soil and increase the yield of their agricultural products, leading to direct positive impact for Cameroonians throughout this country. That to me sounds like success. And it's just 2 examples of many, many examples that I can list in terms of what we've done as the U.S. Embassy here in Cameroon. And that's not even touching on the various private partners who are Americans who have invested in this country. And so when I think of the future, I just think of possibilities for Cameroon. I look around this room and I see the incredible leaders here. You know, you don't really need a speech about leadership. What you need are just opportunities. And so we see ourselves as being catalysts for creating those opportunities here in Cameroon for folks like yourselves who want to build a better future, not just for Cameroon, but quite frankly for those who are even beyond Cameroon, because what happens here impacts other places as well. And I'm looking forward to seeing how many more engagements we can invest in, how many more small businesses, entrepreneurs we can work with to help increase and scale up the positive impact we're having here. Thank you very much, Sylvia. That's great. I have one question for you. Yes, please. Sorry, you can call me Karina. Diana. You prefer Diana. You can call me by my first name. Okay, great. Thank you for saying that. So you talked about tech girls. Yes. I'm sure there are a lot of tech girls, not program, but women, young girls in this hall or even taking part in the hackathon who might qualify for Tech Girls, which is the US government-sponsored exchange program. So if you could speak more to that, I'm sure it would be beneficial to someone in the hall who might be interested. Yeah, so what I want to say, so we don't only have Tech Girls, I'm going to list a couple more. We have our Mandela Washington Fellowship. We have Tech Women as well, just 3 of the many that we have in terms of exchanges available to not just girls in Cameroon, but also to young men in Cameroon. The most important thing that I want to do, honestly, is actually direct everyone to this room, to our website, the U.S. Embassy here in Yaoundé. I want to direct you to our Instagram account, direct you to our Facebook account. If you follow U.S. Embassy Yaoundé, make sure it has a blue verified check mark to ensure that you're following the right account. But all the information for these various exchanges are listed on there. And I want to flag as well the fact that we create workshops throughout the year to actually teach people about our exchanges. So you don't have to walk in the dark. And like I said, when I first walked in here, again, I was here by I think 3 to 5 different individuals who have participated in our programs. And that to me speaks to networking, which is one of the most important parts about being here today. So I want to encourage you all to ask around, ask your friends, ask people that you're sitting next to. Actually, I want to shoot. How many people in this room have heard about the U.S. Embassy's exchange programs? All right.
Anybody up there, up top? Well, I've got quite a lot of hands right here. And so I want to encourage you guys to talk to each other. Go on our website, go on our social media pages, learn more about the exchanges. And if you've applied and you didn't get selected, please don't give up the first time. I love that you spoke about having tried 5 times. Sometimes you gotta try multiple times to get to where you want to get. So be sure to do that. I'm happy that you said that you tried many times because if I could mention, I applied for the Development Fellowship when I was 20 and I was not eligible, so I was not taken. I got a bounce back email saying, hey, you're not eligible. And I'm like, oh my God, okay. I'll wait for the next 5 years to be eligible to apply, and I make sure I work hard to get to that age and then with the right kind of accomplishments that match their requirements of the program. So I just want to quickly say, Beverly is one of the most impressive Mandela Washington Fellows that I've met, and so she's a great example to follow. You guys should go ask her all the questions about her time in the United States and what she's doing with it. Hey, thank you very much for that publicity. That was nice. So I'm going to look forward to our reception days. Yes, microphone, please. Thank you. I'm sure the ministry has a lot of things going on with strategies to encourage and enhance innovation, telecommunications, and be able to drive the development of our country. I'm thinking about these young people here who have been doing this hackathon since January. There are 350 young people from 10 regions of the country, and they have 70 different projects, solutions they have developed for problems related to climate change, their culture, and what have you. And I'm sure after this speech, they will be wondering, where do I go? Who do I talk to? What resources are there? How can the ministry, like Post and Telecommunication Ministry, support me in building this idea? What can you say to someone thinking like this in the room, a young person? Merci pour cette question. Déjà, d'abord, c'est déjà qui ont fait. Et cette histoire qu'on parle, c'est que le gouvernement, à travers plusieurs administrations, non seulement le conseil de bourse, a mis en place, a fait mettre en place un environnement favorable. Cela passe par la création des indicateurs, notamment pour le ministère de l'Environnement, un programme des jeunes où nous les accompagnons, ils ont décidé de créer des jeunes pour essayer de naturel et de mettre à compte les gens qui donc il y a un environnement favorable pour de mieux comprendre et de parce que c'est eux qui ont plus d'idées, mais ils comprennent pas les conditions. Également, nous favorisons également l'action financière. Nous avons lancé donc, nous avons également nous étions également ce fonds on laisse tout travailler, nous sommes vigilants dans un domaine où nous essayons de les accompagner pour réaliser la vie et la ressource pour mieux organiser leur réalité en emploi des temps. Donc, le gouvernement a mis en place des mécanismes pour accompagner, que ce soit dans le financement, que ce soit dans la création de projets ou dans les formations pour permettre à ces jeunes de mieux comprendre l'innovation, de mieux embrasser le secteur silence. Et également, il y a les soutiens au stade au niveau de l'État. Donc, cette processus sont lancées dans les niveaux spécifiques pour les stades qui sont lancés.
ce n'est pas seulement les stades ouvriers, parce que la majorité, moi particulièrement, j'accompagne les stades qui vont dans la santé digitale, parce que c'est l'un des commentateurs, nous les accompagnons dans la conception même de notre projet et même dans la combinaison et la recherche de financement. Donc, cet environnement permet à ceux qui ont sollicité le ministère de d'atteindre les objectifs régionaux et de résoudre la majorité des problèmes sociaux qui se trouvent avec les innovations. Donc, nous les encourageons à venir vers nous avec des idées de projets. Dernièrement, nous étions à Douala avec, je ne vais pas faire la publicité, avec d'autres jeunes Camerounais qui avaient et qui ont voulu de notre accompagnement. Nous avons passé toute une seconde avec eux, nous les accompagner, nous les assister pour mieux marcher. Donc, voilà le ministère et le développement institutionnel est prêt à assister ces jeunes dans la recherche, dans l'accès au financement, dans la formation et dans la participation. Donc, nous mettons également des politiques favorables dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire, c'est qu'on va aller dans le profondeur selon les Thank you very much. That's very interesting to know, and I'm also just learning that today. And it's very great to know that there are so many ways to support young people in the ministry. And I know information is one thing, but access to that information is a completely different thing. I wonder how accessible the ministry is for young people if they want to approach ministry with their different solutions and needs. Je crois que nous communiquons beaucoup à travers certains autres événements, notamment à travers les émissions régionales. Sorry to cut you. Well, just to add to the question, especially for young people in rural areas, I know sometimes we might see TV and traditional media, but how do we, because we have young people from all the 10 regions and some are from rural areas, I wonder the ease of getting information about how to promote their ideas from the ministry. Au niveau, avec pour l'accès au lycée n'est pas compliqué. Et c'est vrai que ceux qui sont dans la ville, ils ont des difficultés parce qu'ils ont des problèmes de connectivité, parce que nous agissons parfois par ce moyen. Et nous envisageons peut-être d'autres solutions, mais nous faisons des communiqués dans le journaux, dans les médias, pour essayer d'atteindre des masses critiques. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais nous pensons que les années à venir, à partir de 2025, il y aura d'autres mécanismes en allant peut-être dans les communes de manière spécifique. Nous allons expérimenter à travers le projet des centres communautaires que nous avons, sommes dans la deuxième vision, qui permet également d'avoir des entrepreneurs locaux au niveau des communes. À travers ces outils-là, nous envisageons d'aider les populations de l'Union et apporter à ces populations-là des services gouvernementaux à travers les guichets publics et à travers ces guichets publics, les autres administrations seront avec nous pour leur permettre de comprendre également quelles sont les innovations nécessaires dans différents secteurs, l'agriculture, la santé, l'éducation, comment ils peuvent intervenir pour accompagner le développement dans leur commune. Donc, nous allons envisager d'autres stratégies de terme, parce que, comme vous l'avez soulevé, c'est des populations qui sont dans les grandes villes, et c'est pour l'enjeu. Mais nous pensons qu'en agissant à travers les communes, ce sera plus facile de toucher les populations, même Absolutely. Thank you so much for sharing those. It's always never easy, but we have to be trying. So thank you. If you may help me pass the mic to Madam Anna,
Thank you so much. I know that you've been doing a lot of work since January and you were tired, but we still would like to hear from you. She is a solutions farmer at UNTP, and in her capacity as that solutions farmer at UNTP as Loreto Labs, and in her capacity as Madam Anna, she's been very instrumental since January throughout this hackathon, and she's been with the young people, like very much involved in the whole process, and she has been a judge in some of the panels, she's seen some of the projects, and in this moment, I would just like for you to share some of the most impressive ideas that you have found so far among the 350 plus young people that you've been engaging with since January. Wow, that's a tricky one, really. But I must say that I'll just kind of give highlight because it'll be like, at times we let the dog out of the bag before time. I know I asked some of those young people here, and I wouldn't want to say the solution was great because I don't want anyone to get their hopes up. But one thing is for sure, we've had quite a good number of promising solutions cutting across the 17 SDGs, particularly in the domain of digital trade. Yesterday, again, I found some very quite interesting and unique solutions in line with green mobility and waste management. And then, I began to ask myself, like, where do they come from with all of these ideas within a short space of time? And then when I thought that I had seen it all, and then I had this group from the Far region of Cameroon, who in their community identified, this challenge with the health sector in terms of ambulances, limited ambulances, and then the means for the population, to even afford for an ambulance when they need one. And so they come up with this wonderful 3D idea where they feel that because the most common means of transportation in their community is the bike, and so they build a 3D adapted ambulance kind of bike that can rush a critical situation using a digital platform which they create, which tells you which is the nearest hospital to get this emergency case to. Not only that, their system is able to train the bike person on which kind of first aid to give to the patient or the emergency case you have at hand before taking this person to the hospital. That's just one of 1,000 solutions: health, digital trade, and then another one that kind of really, got me on my feet again as a development actor was one that intended to promote financial inclusion for especially rural populations that lack access to financial literacy and then financial services and products because of the limited infrastructure. And then this group comes up with this wonderful idea where they have this platform that not only provides financial literacy to their target population, but interesting enough, is able to help them save and then help them track these savings through this platform and help them maintain these savings such that they can be able to keep up with their basic necessities. You see, so to say that these are just like 2 in 70 solutions that we worked on yesterday. This is quite impressive because you will see that most of these solutions are developed by students, by young people who are still in the classroom,
and who are not even yet in the job market. And this shows the level to which our educational system has grown. Because when you have students who are still in the classroom and are able to come up with such wonderful ideas, as the solution member of UNDP, I have a lot of questions. I tell myself, where can I have the right enterprise, the right institution, who just needs this solution, who needs to accompany this young group, to achieve this vision, to make sure that this startup comes to reality. Because let me remind you, the journey since January has actually been to build 70 digital startups. UNDP cannot do this all alone. These guys, these young people, have quite interesting and intelligent ideas. Imagine that you have these 70 teams of 5 that build these different solutions that address challenges for different types of companies. Food security, agriculture, climate, mobility. There was even one on managing traffic in urban areas like Yaoundé. And I was like, my goodness, we need to start working with the councils, but we cannot do this all alone. We need all the actors on board. And my problem, or my worry as a solution mapper for UNDP is really how to connect these young minds, these talented minds, to the right people who can help them grow. We need if it were data, I would say a database. We need a pool of enterprises which are just standby and ready to tell us, hey, Anna, you want to be Mountain Hub, whatever hub is there. We have this challenge on digital trade, and we need young people who can work on this. And then, okay, we can say, hey, team A worked on this. And so we can support you on growing this prototype. Because, another thing that we have not yet integrated in our systems today is the act of experimentation, which is what UNDP as an organization is already implementing within its accelerator labs. We go through a whole process of identifying the solution, testing it to make sure it works. If it doesn't work, why does it not work? And if it works, why not scale it? So, if we can, test these solutions in the next 1 year to come, I would say that we need more support from all the other partners, especially those partners who have, if it's cutting across all the 17 SDGs, then trust me, it concerns all of us, it concerns public actors. Everybody needs to come in and put in some funds for us to really, really achieve this dream of building 70 digital startups. Thank you so much for sharing. That was very in-depth. We're going to move over to our startup leader here. I know that there could be so many investors in the room who are looking to invest in ideas or that are already taken off from the ground and are running. They perhaps have some challenges. You are coming from a startup that is working around technology. I would like for you to share some challenges that you face as a startup, and sometimes I wonder how long a startup has to be a startup. Because as some companies I know that started out 10 years ago and they're still startups today, but that's not my main question. But I'm just wondering, what are some of the challenges that you're facing in your startup, and have you had any success stories so far from things that you've been able to do in terms of driving technology, innovation, entrepreneurship, and scalability? Okay, I don't want to correct you, Veronique, but I'm more like a colleague of Israel, because you want to have the innovation hub, I'm the manager of the lab. We are also the innovation hub. So basically, I support startups. So it's je want to be précision. Donc en fait, nous, les centres d'innovation technologique, nous sommes au carrefour entre l'idée qu'un porteur de projet peut avoir
et les investisseurs qui peuvent mettre de l'argent, prendre le risque dans ces entreprises-là. Donc notre rôle, c'est de structurer, de maturer et d'accompagner ces équipes, ces fondateurs dans l'accomplissement des missions, des objectifs de leur entreprise. Donc notre environnement, généralement, les porteurs de projets se plaignent d'un manque de financement. Souvent, une fois qu'ils ont un peu épuisé, papa, maman, des amis, ils n'ont plus beaucoup de sous pour pouvoir matérialiser les prototypes dont parlait madame. Il y a aussi un problème d'accès à l'information, comme vous l'avez dit au docteur. Parfois, il peut y avoir des éléments comme celui-ci, mais ils ne savent même pas que l'événement va se passer. Ensuite, il y a un autre obstacle parfois qu'ils peuvent avoir quand ils sont un peu jeunes, c'est les compétences. Parce que, comme le disait votre intervenant avant moi, c'est bien d'avoir une idée, mais c'est beaucoup plus intéressant de la concrétiser. Donc, parfois, quand on est jeune, on est étudiant à l'université ou au lycée, des compétences managériales qu'on n'a pas forcément, des compétences en marketing qu'on n'a pas forcément, en gestion des ressources humaines, parce que créer une entreprise, ça veut dire embaucher, donc gérer du personnel. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, ce que nous faisons généralement en tant que centre d'innovation, c'est d'apporter donc tout le confort nécessaire à l'entrepreneur pour pouvoir aller dans son idée. Que ce soit peut-être à l'espace de travail, pour commencer, que ce soit des mises en relation. Je vais prendre un cas basique, un peu que tout le monde comprenne. Il y a une jeune dame, elle a créé une startup qui s'appelle Écossais, vous pouvez trouver sur Internet, IKOSI. Et en fait, elle avait son papa qui est malade, mais elle n'a pas pu trouver une pharmacie proche de chez lui. Et elle est partie prendre des médicaments et le remords. Donc, elle a décidé de créer une entreprise qui va permettre à une personne de son téléphone de trouver la pharmacie la plus proche de lui à l'instant. Donc, elle n'avait pas, comme il était ingénieur de formation, mais créé une start-up qu'elle ne savait pas. Et c'est rapproché justement des incubateurs comme nous. Et on a aidé, on l'a structuré. Aujourd'hui, son application est disponible sur n'importe quelle plateforme, téléphone. Et on a accompagné dans la structuration d'équipe. On n'avait pas un chief compliance officer, on a. On n'avait pas un chief marketing officer, on a. On n'avait pas pu gagner certaines drugs, comme disait madame, elle en a eu plus de 10 millions aujourd'hui, les francs CFA. Donc voilà un peu à quoi servent les centres d'innovation technologique, pour permettre donc aux porteurs de projets de voir leurs idées se réaliser. Thank you very much. That's very interesting. And the fact that you mentioned competence as a thing, and you mentioned a host of other skills like marketing. And I look at the educational system that we have here at home, and did you go through our educational system? Did you learn these things in our educational system or you learned them elsewhere? Alors, je dois dire que pour ce qui est de ce que vous appelez l'education entrepreneurship, education education, je crois que le gouvernement camerounais s'inquiète de plus en plus sur la question, notamment à travers le ministère des PME qui est en charge de l'entrepreneuriat, parce qu'on se rend compte que le système D peut créer des solutions viables. On entend par là le système D, le mobile money. Le mobile money, c'est un peu un système de royalties qui devient un système visuel. Que les entreprises comme Orange capitalisent. Donc, en fait, je crois que c'est en insufflant dans les universités, les écoles. Je crois qu'il y a des écoles d'entrepreneuriat qui sont de plus en plus en train de voir le jour sur le territoire. Le côté créer son entreprise, gérer ses équipes, monter son projet, créer un modèle économique, un plan d'affaires, ce sont de plus en plus de choses qu'on essaie d'apprendre très tôt pour que justement l'entreprise ne soit pas perdue du jour au lendemain. Thank you very much. At this point, I would like for us to have questions from the audience. If you do have any questions, kindly raise your hand. And we're happy to take any questions. Anybody with a question in the audience? Thank you. Can you help us get the mic? Can you help us get the mic to this? And if you're addressing your question to a specific panelist, you can do that. Good evening. My name is Alexander from United of Cameroon.
RSA plan. Overhead is innovation. I want to ask, like, what is disability special? Like, to me, we have to discover that people with disabilities face a lot of challenges, like in the health sector, in the agri sector, and other sectors. Like, I want to ask, what is creating, like, creating an app? Is there a facility, is there a way to facilitate disabilities to easily navigate it, or it's just really good to talk and really see it? I'm not sure I understand the question. You're saying that. Oh, je disais, c'est ça. Bon, dans votre projet, vous avez parlé de créer une application d'innovation pour les soins de santé. Je vais demander maintenant, je n'ai pas compris ce contexte-là où les gens avaient les gens de petits parler des sourds et des malvoyants. Comment vous aider à leur permettre dans Alors, j'ai déjà un exemple très concret pour vous. I have a great example for you because my innovation hub is the organizer of the entrepreneurship program in Cameroon. So this year, one of the participants has a project. He was a student from the ICAM in Douala. His project was to make captor for people who doesn't see to be able to walk in the street. So that's my work, to be able to support people with ideas, that even if not in after agri-tech, sports, whatever, bringing in all the necessary needs that they may have to build these projects. So there's no sector, there's no. Just to add maybe a response to what Levy asked me, like some of the wow solutions I come across within the context of this hackathon. So yesterday we had this team who worked on education in the borders, and to them, one of the challenges they identified was these physically challenged people, either blind, or you can't hear, or you can't speak. And so to them, if I want to have the same level of education from Harvard as someone who is blind or with auditory problems or is dumb, and then I need to have something that facilitates, my hearing or my seeing, that having the same access to an education which is beneficial for me just like every other person else, because to them these challenges were a gap to having access to some schools and some level of education. And so they have built this application, whereas even if you're on Udemy, for example, for those of us who know the Udemy online training courses and the Coursera and LinkedIn, so you have this figure by you, doing sign language, of what, like, it's Udemy, but there is this sign language guy telling you what the course teacher in Udemy is talking about. And for those of us who have maybe audio or hearing problems, the application makes it such that, there was just something so magical about the solution. So, for me, there is nothing we cannot do as young people in Cameroon, and innovation is real, especially for the fact that this is coming from students, university students, some who are still in school. This I found really amazing, that they could find time to connect this to international courses, and help these physically challenged benefit from international courses with all these, digital technology thing there. They connected around it. Thank you.
Oui, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Je suis Gérard Mr. Je suis porteur de projet. J'ai un festival qui devait se tenir en décembre ici en Cameroun. Je viens de la diaspora. C'est le festival Diaspora Afro-Descendants Racines africaines. C'est un concept de valorisation du Made in Africa et aussi tout en permettant les petits-fils de l'Afrique qu'on appelle la diaspora de pouvoir aider le continent africain dans les langues d'industrialisation. Ma question est la suivante. Est-ce que lorsque nous parlons, par exemple, de l'Afrique dans le monde, l'Afrique étant riche, est-ce qu'on n'a pas développé certaines applications qui peuvent nous permettre, dans le développement agricole, par exemple, de parvenir l'Afrique à ne plus tendre la main pour le blé de l'Ukraine, parce que nous savons bien que moi je suis né des années 60, 69, je suis né de 60. Il y avait un projet à l'époque qu'on appelait développement agricole. Donc c'est la révolution verte. Au Cameroun, il y avait une révolution verte. Alors, lorsqu'on se retrouve avec un pays, après quelques années d'indépendance, on se retrouve dans une révolution verte, et que 60 ans plus tard, on se retrouve en train de fouiller les poubelles du Cameroun, c'est révoltant pour la diaspora et pour nous autres porteurs de projets. Alors, l'autre question est la suivante. Est-ce qu'il est possible, c'est juste un plaidoyer, que ceux qui sont dans le digital puissent nous pondre, excusez-moi le terme, des applications qui peuvent nous permettre à réduire certaines inégalités sociales en matière technologique, c'est-à-dire permettre même à la grand-mère qui a besoin de consommer le corps, qui ne peut pas aller en bourse, mais de permettre que le corps soit peut-être sémé sur une plaine où on peut faire des récoltes, les exporter et vivre de son agriculture. Je prends l'exemple du corps. Je prends par exemple du manioc qui peut être transformé en farine pour du pain, mais du Cameroun. Je ne parle pas de la patate. Je suis en train de demander s'il est possible, ce plaidoyer, qu'on nous ponde que nos enfants qui sont du siècle du digital, de la tête baissée, si on peut nous créer des applications qui peuvent nous permettre de résoudre ce problème de la langue tendue. Ça, c'est notre volet. L'autre volet est sur l'or, le diamant et les mines, dans lesquelles parfois nous construisons des maisons, mais sans savoir que sous nos maisons, il y a des gisements. Que plus tard, lorsque les extracteurs de ces mines-là viendront, la maison sera peut-être démolie. Comment on peut être aussi riche comme nous le sommes maintenant? Ailleurs, on a déjà construit, il n'y a plus de forêt. Mais nous sommes pauvres, on continue à attendre. Et pourtant, l'école est la même. On avait des diplômés qu'on a envoyés en Israël pour mécaniser l'agriculture, mais ils sont rentrés au Cameroun, on les a envoyés ailleurs. C'est nous qui devions alimenter ces pays voisins comme ça se fait aujourd'hui. Quand on va au marché qui est en face là, vous allez voir des camions. Je ne vais pas dans tous les sens, excusez-moi. Nous parlons des nouvelles technologies, nous parlons du digital, mais le digital touche tout, touche à tout. Au marché qui est à côté, juste après le palais des congrès, tous les pays voisins, il y a des camions, 12 euros, ils vont dans les pays voisins, les 6 pays de la zone CEMA. Mais il y a la vie chère au Cameroun. Mais c'est révoltant. Alors je reviens encore sur ma question. N'y a-t-il pas une possibilité pour ce plaidoyer que ceux qui sont des experts dans le digital puissent nous créer des applications pour pouvoir faciliter la chose? Permettre que le corps soit vendu dans des grands hôtels 5 étoiles en Europe, comme le met une gastronomie camerounaise. Je vous remercie. C'est que des plaidoyers, excusez-moi, peut-être pour le plaisir. Thank you very much. I think Anna has a response. I saw you tapping your mic. Anyway, merci beaucoup, monsieur, pour ces brillantes questions et qui est si
Ce que j'aimerais dire, c'est que, comme vous avez si bien dit, l'innovation touche tous les secteurs. À votre niveau, je vais d'abord soulever cet écart intergénérationnel. Et moi, j'aime très bien votre question sur le fait de comment aider ma maman au village qui fait le coq à exporter à grande échelle à travers l'aide d'une technologie agricole. Je vais vous assurer depuis, par exemple, nous avons travaillé avec un certain monsieur, qui s'appelle Pirous Koudjou, puisque quand on parle des défis au niveau de l'agriculture, c'est à plusieurs niveaux. Soit c'est le type de sol que nous utilisons pour s'aimer. Ça peut aussi être le type d'engrais que nous utilisons. Ça peut aussi être des maladies qui envahissent nos champs en fonction de temps. Maintenant, au niveau du public, nous avons eu plusieurs cas pratiques. Nous, on a eu à travailler avec certaines cacaotières au niveau des Bambassina, quelque part au centre, qui avaient ces soucis de maladies qui, de temps en temps, affectaient les produits, les cacaotiers, pardon. Et puis, pour nous, cela impactait sur le revenu. Ils n'arrivaient pas à mieux gérer les besoins quotidiens. Maintenant, pour nous, c'était d'identifier les différentes jeunes porteurs de solutions dans ce milieu agricole. On a pu travailler avec ce monsieur Bruce Koujou qui, à partir d'une application capteur du sol, peut te dire si c'est que le produit, si c'est la tomate, un champ de tomates, si c'est approprié par exemple pour cette sol. Puisque très souvent, nos produits agricoles ne donnent pas parce que nous avons les mauvaises mains, comme on dit au village, mais si parce que le sol que vous avez utilisé à ce moment-là pour cet produit n'est pas approprié. Ça pourrait être peut-être des taux de potassium et de tout. Et puis son capteur-là peut te dire exactement, vous donner des analyses sur pourquoi est-ce que votre champ n'est pas si productif et donc vous ne pouvez pas produire à une grande échelle pour exporter. Maintenant, c'est pour cela que je fais ce lien intergénérationnel, cette gap. Peut-être qu'il faut déjà qu'en tant qu'acteurs de développement, on commence à chercher des associations comme l'AGRO pour vous et pour ces jeunes innovateurs qui ont ces solutions. Maintenant, ça ne s'arrête pas ici. Il y a aussi l'utilisation des drones. Avec ce même cible en magasinat, nous avons pu identifier les maladies qui affectent le plant de cacao en fonction des saisons pluvioires. Maintenant, ce qui fait que tu peux, en fonction de ces données et analyses et les différents algorithmes que ces drones nous ont donné pour dire que, ok, si ces maladies est si commun pendant la saison pluvieuse, voici donc le type d'engrais qu'il faut utiliser. Et pour dire que l'innovation n'est pas seulement technologique. Nous avons aussi aujourd'hui les produits fertilisants. Nous avons les produits fertilisants qui ne sont pas chimiques. En tant qu'agriculteur, il faut juste savoir ce qui répond plus et ce qui est adapté à votre culture. Donc, je ne sais pas si je réponds un peu ou quand même à la question. Merci.
Thank you very Il y a much. le volet or diamant et mine parce que quelque part, on a des mines ici qui sont exploitées par d'autres. On a le diamant, l'or et tout. Je n'ai pas une bijouterie au Cameroun, même à Paris aussi je suis parti, et bijouterie où on peut retrouver une montre Rolex made in Cameroun. Vous comprenez? Je dis c'est révoltant, excusez. Excusez que vraiment, en tant que patriote, en tant que député jeune, je me retrouve dans cette salle. J'ai dit, lorsque nous sommes à Londres, moi je suis réalisateur de cinéma, j'ai fait un film qui a fait l'international, mais j'ai dit, c'est révoltant, pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouve avec notre or du Cameroun, on ne voit pas une montre fabriquée made in Cameroun, avec l'or du Cameroun, avec le diamant du Cameroun, ça fait plaisir. Thank you very much. Thank you very much. I'm sorry we can no longer address more questions. So I would plead that you still have these people around. You can walk up to them and ask these questions. We have someone here who is supporting startups. So if you have questions on that, you can approach him. That's also the essence of networking. So you can get to know them at a personal level. You can talk to Ghana on different opportunities raising programs at the MC. You can approach Dr. Dennis to talk more about the financial opportunities and all or not at Post Center Communications Ministry. And Hannah, of course, is always here, the USP's official sponsor, and you can talk to them. So just to respect our time, I will not be taking further questions. So please welcome to them and also improve your networking skills by doing that. So thank you so much, everyone. Thank you, panelists, for doing an amazing job. Please put your hands together for these amazing people. Please sacrifice their time and resources and efforts to meet them. So thank you very much. Another round of applause, please. Thank you very much. Thank you. Je pense qu'on peut applaudir très fort ce moment d'échange riche, partage de connaissances et d'expertise. Nous allons rapidement passer à la prochaine articulation qui a un thème assez spécial. Pourquoi un programme spatial camerounais? Cette phase sera modérée par Madame Lily Assoufak, qui est ingénieure en télécommunications et qui travaille pour Emerging Space Leader. Je vous prie d'accueillir ici Madame Lily Assoufak, qui va se charger d'introduire nos prochains panélistes. Merci. Good afternoon, everybody. Thank you very much for the introduction. So I'd very much like to welcome the leaders of this fireside chat. So it's not a panel, it's going to be very loose, so we can ask questions, just have a conversation. I'd like to welcome Dr. Ifriki Tadaju and Dr. Renee, Dr. Jean Yelilou.
All right. Thank you very much, ladies and gentlemen. We really appreciate you being here. And I'm particularly excited because I was telling a friend yesterday that we are finally having important conversations in this country. But I'm biased, of course, because I am a lover of space, and for a very long time I have wanted us to eventually start having these conversations. So I'm very pleased to have my fathers. I mean, not to make you all sound old, but Dr. Ifriki, I would love you to introduce yourself. Because, if I start going on and on, we might not end today. I- Hello, everybody. Bonsoir tout le monde. Où sont les gens qui des English or French? Donc, en l'air français, on va se s'arrêter comme ça. I'm Ifriki Tadajou. I am the founder of Satellite Visions Design Limited. Our stand is, I think, the only one with a flag on it. So if you see a flag somewhere, we have arrived. We design space stations, we design satellites. We provide supply satellite data, and very importantly, we train people. We help Cameroonians to develop skills in this sensitive domain. We also connect objects beyond internet coverage. It's something that is called satellite-enabled IoT. You can understand Internet of Things. Imagine Internet of Things beyond internet, where there is no internet. And I'm very, very happy and privileged to be here today. Once upon a time, I was a UB student at the University of Korea. Ended up in South Africa after my BSc, where I completed my master's and doctorate and postdoc. Got introduced to the space industry there. It's been over 15 years now that I've been involved with nanosatellites on the upstream side, so developing the space technology. And today I'm happy to be back in Cameroon to try and help Cameroon and Africa to develop the sector a bit more. Thank you. Thank you very much, Dr. Ifriki. We'll go to Dr. Rene. Could you please introduce yourself so the audience can So we want to know about all the amazing work you've been doing for the past decades. Ok. Bonsoir à tous. Je suis Jean-René Lemou, consultant senior, comme le dit mes cheveux gris. Donc, je dois préciser que je suis un vieux ingénieur de télécom, rentré il y a plus de 40 ans, je dois vous dire. Je suis dans le domaine spatial depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est nous qui avons commencé à mettre la puce à l'oreille de nos compatriotes que c'était possible d'aller dans ce domaine spatial. Et nous sommes très heureux. C'est pour ça que je m'en vais féliciter M. Ayou qui nous a donné l'occasion de parler de ce genre de choses ici. Que c'est un plaisir pour nous de voir qu'on puisse parler en assemblée comme ça du domaine spatial. C'est une avancée énorme. Je crois que je préfère me présenter comme ça avant d'entrer dans le vif du sujet. Yes, perfect. That was very modest. Very soon we'll be hearing all about the amazing things that you've been working on with respect to the creation of the space program for our country. And so just to set the pace, in 2019, there was the very first feasibility study for the possibility of creating a space program in Cameroon. And in 2022, we had the head of state at the US African Summit mention that Cameroon is ready to join the space race. 2023, which was just last year, I know there was a lot of
controversy around the fact that a lot of money has been put in to conduct another feasibility study for the possibility of having a national speech program. So that brings me to ask, what exactly would you say is the reason why Cameroon needs a national space program? Ok, merci. Une question très intéressante, mais je vais dire à la fois dangereuse et puis parce que vous savez, j'aurais souhaité qu'une question comme celle-là soit posée à qui de droit, notamment à Madame le ministre qui était ici. Mais anyway, on va essayer parce que je suis l'un des anciens de l'administration camerounaise. Donc, je travaillais avec l'administration pendant longtemps, je le ferai encore, même après avoir pris ma retraite. Depuis 2019, comme la modératrice a commencé, effectivement, Madame le ministre avait signé une décision portant organisation d'un groupe de travail. Dans ce groupe de travail, je faisais partie, comme par hasard, j'avais déjà commencé aussi. Donc, à la suite de ce groupe de travail qui était supervisé, donc coordonné par le CIABAP, c'est-à-dire le comité interministériel de base de fréquences, et supervisé par le Ripostel, à la fin de ce groupe de travail, nous avons remis au Premier ministre un rapport avec deux recommandations principales, à savoir la création d'une unité technique de gestion, ce qui a été fait toujours par Madame le ministre. Et la deuxième recommandation était la création d'une unité institutionnelle structurée qui s'occuperait de tout ce qui est réglementation, régulation du secteur spatial, c'est-à-dire en clair une agence spatiale ou une autorité spatiale. Et ceci ne venait pas de nulle part. Après la réforme de 98, quand Intercam existait, beaucoup d'entre vous n'étaient même pas connus, quand Cantel arrive, il y a eu un texte 3 ans après, c'est-à-dire exactement en 2003, la création l'attribution à Cantel de la responsabilité de ce qu'on appelait des fournisseurs locaux provisoires au secteur.
pas si j'ai d'abord répondu, parce que si vous ne m'arrêtez pas, moi je peux parler comme ça. Donc, je pense que pour être déjà, en attendant les questions, je peux d'abord m'arrêter. Thank you very much, Dr. Jean. And I actually like the fact that you mentioned the study that happened in 2005 about the creation, like the possibility of having Cameroon as a key location for a spaceport, which means rockets could be launched. And I see other African countries like Kenya having discussions around that because of their unique location as well, just along the equator. So thank you very much for those insights. Dr. Ifiki, I know you have you've had quite the experience in the space industry from Cameroon to South Africa, doing amazing work, working with young people to build nano satellites, and the work you did in France, and now coming back to start nano satellite missions design, which is the very first space tech company, as I would say. So from an entrepreneurship point of view and as a pioneer in these matters, what would you say is the importance of the space program for Cameroon? Thank you for the question. And merci grand frère pour l'historique. Because the importance in the importance of a private sector in the space industry, and in Cameroon in particular, starts exactly with what he said. Il faut réguler. Now, the advantage of the private sector is that we can abide by another slogan of regulators that says that you cannot regulate what you cannot see. And the government is not the one to do things before regulating. I don't know if you see this is an important part. I've said it in English, I'll say it in French. Il arrive que parfois il faille poser des actions avant. Il faut créer ce que l'État va venir réguler. Ce n'est pas l'État qui s'aventure pour créer les choses après chercher comment réguler. Et la question était l'importance du secteur privé. Nous, c'est nous qui devons, on va dire comme ça, mettre l'État au travail. We have to dare. We have to do things that have never been done before. And then the state will look at what we're doing and wonder, how do we regulate this? And the interesting part is that we get to be part of that conversation. From where I'm standing, one of the, in hindsight, after the conversations we had at GRC sometime before, and every other exchange we've had since, and with other key stakeholders, I noticed one thing. The private sector was absent from the whole conversation. There wasn't that impulse. So Cameroon just had to go by the books without really a sector that could accompany the state. Because by the books you create all the environment and then company starts to arrive. But then in this day and age, we have to go beyond what we are used to. There is no question about the importance of the space sector itself in a country like Cameroon. I like to take the example of what President Trump did to Huawei. He decided that American companies would not deal with Huawei anymore. But Huawei had the financial and
most importantly, infrastructural muscle to do away with the Google Store, Google App Store, and create their own store and invite their community of developers. Had it been another company that did not have that muscle, it would have meant the end. That is the kind of decision that kills a whole ecosystem. Cameroon uses satellite on a day-to-day basis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que le Cameroun utilise la donnée satellitaire. Que la population soit au courant ou pas. C'est-à-dire c'est un fait. Si un c'est bon. It takes one decision. Donc, la pertinence n'est plus à démontrer. Le secteur est trop sensible pour qu'on ait encore à être en train d'élaborer. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une autonomie spatiale? Ce n'est pas une affaire seulement du Cameroun. C'est une affaire de travailler en équipe avec les autres acteurs en Afrique. En Afrique centrale, le Gabon a beaucoup d'avance avec la GEOS. Donc, on prend l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, etc., le secteur privé, le secteur public. On n'a pas le choix. On est obligé de développer l'autonomie. Maintenant, la question, c'est comment on fait? Dans toute l'Afrique centrale, la GEOS, c'est une agence gouvernementale. Elle peut se... C'est la cadence de l'État. In Gabon, you don't have a space private sector. And it is when the entire Central African space community was gathered by AGEOS, because when it comes to space, they are like the elder brothers in Central Africa, that I found myself the only private actor in the room. All of Central, in fact, it's CEEAC. All 11 countries of CEEAC. Now, one can say, pour une start-up, on va dire ça comme ça, une période de, comment dire, monopoly, c'est bien, but not in space. You need other actors in the private sector. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de bousculer les lignes, on est obligé de faire ce qui n'a pas été fait et de proposer des solutions que l'État n'avait pas prévues. Et on est en train de le faire. On sait très bien que le jour viendra où quelqu'un va se lever et dire, petit frère, what are you doing? And then I'll have to say, prenez-moi comme un petit frère. Tapez seulement sur les doigts, mais laissez-nous avancer. Because you have to do it. Somebody has to have the courage to do that. Because les enjeux sont trop élevés, the stakes are too high, you know, to be shy. Et maintenant, Diane, mais il faut comprendre qu'il y a toute la chaîne. Upstream, c'est la souveraineté. Downstream, c'est l'économie. C'est là où c'est ceux qui prennent la donnée satellitaire et puis maintenant apportent les données, les solutions last mile. Ceux qui apportent les solutions qui vont aider l'agriculteur directement, aider le régulateur directement. L'importance, bon, n'est plus à démontrer. Le secteur privé a un rôle très important. S'il vous plaît, lancez-vous parce que c'est it's lonely out here, you know, être le seul ici. Please, permettez-moi de réagir après l'intervention du docteur, parce qu'il a dit deux choses que j'ai retenues très importantes. La première, j'avais déjà réagi, c'est-à-dire la technologie précède la régulation.
C'est-à-dire, la technologie va plus vite, si je ne veux pas comprendre. Parce que la recherche coûte cher. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il a dit, importante, pourquoi il n'y avait pas les brevets la dernière fois, parce qu'on a déjà fait des tableaux. En fait, je dois vous dire, j'ai aussi répondu à cette question, mais vous n'avez pas fait attention. Je dis, moi, je suis content de voir qu'on parle en public du spatial. Mais les années avant, c'était on ne parlait pas du spatial comme ça. C'était interdit. Moi, j'ai été sauvé de ne même plus jamais parler de ça, pour des raisons sociopolitiques ou je ne sais pas quoi. Ah ben oui, c'était très compliqué. C'est pour ça que c'est une avancée énorme. Et c'est un grand soulagement quand, en décembre 2022, le chef de l'État lui-même, il va montrer la nécessité et dit que son pays, le Cameroun, est prêt. C'était une délivrance pour nous autres. C'était des batailles qu'on faisait depuis près de 20 ans. Je ne peux pas vous dire, j'allais faire des séminaires à la défense. À Ouiglou, il n'y avait que les grands officiers qui m'écoutaient. C'était fermé. Donc, je dois vous dire que c'est une avancée énorme. Première chose. Deuxième chose, il nous a dit aussi, à vous les jeunes, parce que moi je vous l'ai dit, ça met la fin, mais il fait bien de dire, il y a un adage qui dit, écoutez-moi bien, les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas. Non, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Donc il faut oser. Il a raison, il faut oser les actions. C'est en osant les actions qu'on va, je vais utiliser un mot, un peu contraindre le gouvernement à mettre en place effectivement cet encadrement, cet environnement politique. Parce qu'en fait, c'est un environnement politique structuré qui va permettre donc à ce secteur de pouvoir s'épanouir. Excusez-moi de revenir, mais je voulais insister parce que ce sont des aspects très importants. Et on n'a plus à démontrer. Je vous dis que le Cameroun ne se situe pas au niveau de l'Afrique. Le Cameroun se compare au pays, enfin au monde entier. C'est à vous que je donne souvent l'exemple que jusqu'en 1993, quand on lançait un véhicule partout dans le monde, c'est pas où, je ne veux pas dire où. Zamangoué qui est ici, prenez les commandes du 7e au 12e degré. C'est Zamangoué qui commandait. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Il dit c'est Zamangoué. Ça ne vous dit rien. Mais vous devez comprendre le monopole, la position tellement enviée que nous avons par rapport au monde. Ça, c'est de 1 de 2. Je ne sais pas si vous avez la notion de ce qu'on appelle accord à Thémis. Les accords à Thémis, en fait, ce sont des pays, les quelques pays choisis entre eux qui se sont regroupés dans ce secteur. Et le Cameroun a été admis en 2023, en juin 2023. Qu'est-ce qu'on attend encore, comme dit le docteur? Qu'est-ce que vous voulez encore démontrer de plus? Donc, au contraire, nous sommes prêts, et même trop prêts. Je m'excuse un peu de revenir toujours dans l'histoire. Je dois vous dire en résumé qu'un rêve qui est écrit avec une date devient un objectif. Et un objectif qui est décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Et un plan qui est soutenu par des actions devient une réalité. C'est comme ça que le gouvernement. Thank you very much for those very wise words. I think I would really like us to bring it back home. I imagine that when we talk about the importance of the space sector or space activities altogether, there are still people in the crowd or even in the cafe who would say, we have backwards, we have all these other issues. Why do we want to invest in space and in satellite data? I think Dr. Fiki would have a very good answer for that. All the applications of Earth observation they can go for.
to just focus on that. So those who are privileged to be here today will be able to take this back home to their quartiers and educate other Cameroonians who feel like the creation of a space agency is far-fetched. Thank you. That's a very important question. Can I just have an idea? Qui dans la salle, be honest, hein, on est entre nous, qui dans la salle pense que aujourd'hui, 2024, avec les problèmes de route, de santé, d'électricité, etc., c'est un peu hors sujet que de parler des satellites camerounais? Soyez honnêtes, qui pense ça? Je vais juste la main. Même en haut là, on est ensemble. Même de la caméra, on pense que c'est déjà. Bon. Une chose, c'est intéressant, c'est très important. On va dire, ailleurs, ils ont d'abord réglé les problèmes de base, entre guillemets de base, non, avant de se lancer dans, entre guillemets, les folies, les grandes choses. Bon, on constate tous que ailleurs, là où c'est bien, on peut très bien gérer l'infrastructure existante. C'est-à-dire qu'on peut s'occuper de tout le pays, de l'état des routes, de l'énergie, etc., à l'échelle nationale. Bon, maintenant, est-ce que vous savez que eux, pour réussir, ne peuvent pas faire ça sans le spatial? Ce n'est plus possible. Avant le spatial, ça se faisait, mais ça coûtait très cher. Très cher. Et il n'y avait vraiment que les gouvernements, on va dire, assis, qui pouvaient se payer le luxe de monitorer toute l'infrastructure nationale de leur pays. Et remarquez très bien qu'avant 1957, quand on va dans l'espace, il y a toute cette guerre froide, le communisme. C'est vrai que vraiment, si on entre dans le fond, on ne va pas s'en sortir. Mais bon, mettons ça sur le contexte là. C'est ça qu'on nous a donné en public, on va prendre ça comme ça. Remarquez que les civilisations différentes, très différentes. Il y a des pays sur Terre en ce temps-là qui sont un peu comme nous ici maintenant. Qu'est-ce qui change quand on s'en va dans l'espace? Il devient possible de monitorer l'état de l'infrastructure à l'échelle nationale. C'est-à-dire, pour parler simplement, le Cameroun s'offrant un satellite, le bon satellite. Oui, parce que c'est satellite pour satellite, non. Le bon satellite, je profite pour vous inviter demain matin, ici même, je vais faire une démonstration de mission spatiale. Et je vais prendre le cas du Cameroun. C'est inviter tout le monde. Je crois que c'est 9h. C'est 9h, je crois que c'est 9h. À 9h. La séance de 9h ici même. Inviter tout le monde, parce que c'est des concepts qui sont dans le nuage, je ne sais pas trop, machin, ça n'a pas de sens. Demain matin, je vais faire une démonstration A to Z. Comment ça se fait? On conçoit le satellite, comment? On conçoit la mission spatiale, comment? On prend quoi en compte, etc. En prenant un cas, le Cameroun, c'est-à-dire qu'une mission utile camerounaise ressemblerait à quoi? On la concevrait comment? C'est-à-dire que dites à tout le monde, hein. Vous avez suivi, non? Il ne faut pas dire que vous étiez au sommet, vous n'avez pas suivi. C'est demain matin. Après, on va poser la même question. Donc, si le Cameroun s'offre un satellite aujourd'hui, c'est pour que les réparations des routes, c'est-à-dire que même pour venir ici de Bastos, c'est compliqué. La voiture entre, se perd dans le trou, réapparaît de l'autre côté. Là. Mais on ne gère pas seulement Bastos, on ne gère pas seulement le quartier, on ne gère pas seulement la ville de Yaoundé, on ne gère pas seulement la région du centre. On peut surveiller les conditions des routes sur tout le territoire.
ce n'est qu'avec le spatial qu'on puisse faire ça. On parle d'un secteur stratégique comme l'agriculture. Et le changement climatique, il fait qu'en fait, on ne sait même plus vraiment comment s'en sortir avec les cultures. S'il faut optimiser l'agriculture, je fais comment? J'optimise seulement ma plantation, j'optimise seulement le sud-ouest, le nord-ouest, je fais comment? Il faut pouvoir optimiser l'agriculture de tout le pays. Il n'y a qu'avec le spatial qu'on puisse faire ça. Comment on fait pour gérer le rendement énergétique de tout le pays? Gérer en incluant de l'état de santé de l'infrastructure. De l'infrastructure, il est question là de maintenance, non? Mais pas d'un site. Pas une technologie, c'est-à-dire hydroélectrique, solar, wind, mais toutes les technologies liées à l'énergie de tout le pays, sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a qu'avec le spatial qu'on puisse faire ça. Comment on fait pour identifier les soucis du transport de l'énergie aux endroits où même les transporteurs, parfois, ils ont du mal à trouver. Un pays comme l'Afrique du Sud perd énormément en transport seulement. Et c'est des choses de la nature. Donc, quand les arbres vont pousser, ils vont pousser. Ils ne vont pas demander votre permission. Quand il y aura les orages, à se déplacer les sols, ça ne demande, la nature ne demande la permission à personne. Ce qui fait qu'une panne peut arriver et on ne sait pas le temps de trouver, le temps de la panne, caractériser la panne et trouver comment. Déjà, c'est-à-dire on peut les délestages. Entre-temps, il faut qu'on essaie de réorganiser la grille. On coupe un peu ici, on met là-bas, on coupe un peu ici, on met là-bas. Mais ça, c'est les réalités que le Camerounais, là, on ne sait pas. Et ça, c'est marqué. Fois, le problème est ailleurs. Comment on fait pour surveiller ça à l'échelle nationale? Il n'y a qu'avec le spatial. Je ne sais pas si vous commencez à voir, chers collègues. Donc, en résolvant. Non, c'est vrai en plus, la couverture en plus. Puis la fibre. Si on. J'essaie de replacer l'intérêt aujourd'hui pour le spatial au Cameroun. C'est parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui, il faut les résoudre, on ne peut plus résoudre comme avant. Il faut qu'on résolve ça de telle sorte qu'on puisse maintenir la qualité sur toute l'étendue du territoire pendant des décennies. La seule façon de faire ça de telle sorte que financièrement un pays comme le Cameroun puisse se le payer, c'est avec le spatial. Il n'y a pas de façon de faire. On a parlé des ballons à haute altitude. Bon, ça gère une partie, mais ce n'est pas tout le pays. Et le ballon, il monte, il redescend. Il faut encore réinvestir pour envoyer. Donc, vraiment, la façon de faire qui assure qu'on puisse faire du monitoring nationwide for 50 years, 100 years, c'est de mettre sur pied une machine spatiale qui tourne, plein régime. Et c'est ça l'intérêt de l'industrie spatiale à l'international. Parce qu'ils savent que c'est ça l'enjeu. Et eux, ils viennent avec la donnée qu'ils ont déjà. Et c'est un bon produit commercial, on va se dire la vérité, c'est un bon produit commercial. Sauf qu'ils ne vivent pas ici. Ils ne connaissent pas les réalités du terre. Or, nous qui connaissons les réalités du terre, il faut qu'on conçoive les solutions telles qu'on puisse s'en sortir pendant 50 ans. Parce qu'on ne sait pas où sera les États-Unis dans 50 ans. Le dollar n'est pas en très bonne santé les temps-ci. Normalement, on ne sait pas. Il faut vraiment qu'on essaie de s'approprier. J'espère que ça commence à de sens. Pourquoi il faut penser au spatial maintenant? Ok. Pour ajouter un peu de l'eau au moulin, l'aspect revenu, parce que vous savez qu'en un cap, il faut toujours. il faut peut-être leur dire ce qui pourrait, les statistiques de 2020, ce qu'on avait fait. La première année, c'est-à-dire que si l'industrie spatiale est lancée, il avait été retenu qu'en première année, si j'ai bon mémoire, on ferait des revenus de 350 milliards de francs CFA. Deuxième année, on irait à 1000 milliards de francs CFA.
Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer et savoir, les industries vont se développer. Aujourd'hui, on parle du problème de l'emploi. Mais je voulais attendre qu'on nous pose ce genre de questions. Mais on anticipe un peu de vous dire, mais ça sera l'ouverture, ça sera l'emploi non seulement modernisé, mais tellement rentable. C'est-à-dire, vous êtes même couché dans la chambre pour gagner l'argent. Comment? Parce que vous avez une couverture. On a parlé de la numérisation. Quel est le centre de la numérisation? C'est l'infrastructure. L'infrastructure, et si vous avez une infrastructure telle que le satellite qui assure le transport du signal, dont la couverture, non seulement du Cameroun, la sous-région, de l'Afrique et même du monde, qu'est-ce qu'il y a encore de mieux? Et comme le docteur disait tout à l'heure, les pays qui... Parce que les gens vont certainement demander comment financer ça, comment. Est-ce que vous imaginez qu'il y a même des gens qui nous supplient? Ils supplient le Cameroun que si vous vous avancez, moi je viens financer. Le Nigeria qui est ici à côté de nous. Pour les techniciens, je vous donne un exemple. Le Nigeria ne couvre pas la bande L. C'est une bande très spécialisée. Le Cameroun couvre la bande L. Le Nigeria est prêt à prendre des parts. Ça, c'est déjà des secrets professionnels. Dans le projet spatial pour pouvoir couvrir le Nigeria de la bande L. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il y a plein d'autres pays qui sollicitent, qui convoitent le Cameroun pour pouvoir assurer certains de leurs besoins. Le Cameroun a tout. Thank you very much. And I very much like the fact that we're having all these insights on the urban, on the creation of jobs, on the importance of satellite data and all of that. And I think that as young people, there's probably this question burning. So when the space program eventually starts, how are they ready, to contribute? So I think we want to hear from you. What would you say young people should be working on now, in terms of capacity building, in terms of projects? We have innovators, we have young technologists. What should they be doing now to prepare them for when Cameroon eventually opens up the national space program? Oui. Effectivement, je voulais aborder ça parce qu'on peut aussi parler d'emploi. Les gens vont dire la formation. Il faut se former. Et l'un des plus grands volets du programme spatial, vous savez, on avait des maquettes. Si c'était une présentation, je vous aurais montré une figure qui montre ces aspects-là. Ça, on les tient mieux quand on voit les figures. Et il y a l'aspect formation. Il faut former les personnes qui devraient jouer, qui devraient travailler dans ce domaine. Et vous le faites même déjà sans le savoir. Sauf qu'il faut qu'on vous dise que dorénavant, ça devrait se passer comme ceci et comme cela. Le conseil d'un père que moi je peux donner aux enfants que je vois, dès que vous vous engagez à le faire, dans les différents projets que vous avez, il faut le faire avec force, pas la force physique, avec force, avec courage et avec conviction. Vous y arriverez automatiquement. C'est tout ce que je peux dire. À la suite de ce que le grand frère a dit, the starting block is obvious. You have to get trained. We happen to train. Today we have trained over 100 Cameroonians on space-related technologies. And you'd be very, but I am proud to say that Lily over here is the very first Cameroonian to get the NMD certification. She's the very first
first certification that I signed was hers. And it was such a battle to get the value of that signature to the level of recognition it has internationally. Because, I mean, you could tell the story of what doors it opened and all sorts of things. And we are in Cameroon, c'est-à-dire qu'on est sur place. Passer au stand, prenez les informations, il faut se former. Bon. Il y a une chose que le grand frère a dit qui est primordiale. Je vais mettre ça en contexte. Le spatial, c'est un domaine agrégateur de compétences. Which means that you need many different expertise to have a successful space program. Technical and non-technical. From the electrical engineering to software engineering to mechanical engineering to human resource management to accounting, so on, to law, all of that makes the space program. So Cameroon already has extremely talented people in each of these, what we call classical disciplines. The difference with the space sector is that when you build a satellite and you send it to space, there's no recall, c'est-à-dire on ne peut pas réparer. Ça doit marcher la première fois et marcher bien. So, c'est pas comme vous voyez, à un moment donné, il y a des téléphones qui prenaient feu comme ça pour ça prend feu. Après, on a dit, le fabricant a dit, bon, on va envoyer nous les téléphones, on rembourse l'argent, on fait une nouvelle version. Le VW avait un cas comme ça à l'international, a fait un worldwide recall, ça coûte très cher. Donc, partout les voitures sont parties dans le monde, ramenez, on vous remet l'argent. Quand on envoie ça dans l'espace, c'est fini, hein, si ça marche, quand vous allez seulement jeter l'argent, on ne peut pas réparer. Donc, le critère de qualité est extrêmement poussé. C'est-à-dire que même l'aéronautique, avec les avions, parfois on détecte des pannes, à l'atterrissage on répare. Et s'il y a des événements malheureux, on peut au moins aller voir les fragments pour faire une enquête, trouver qu'est-ce qui n'a pas marché. Quand c'est dans l'espace, ça ne marche pas, c'est fini, on n'y a pas moyen. Donc, le niveau de rigueur dans le spatial est tel qu'il faut être parmi le top 1% sur Terre dans sa discipline. Ça ne pardonne pas. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour me retrouver dans le spatial, c'est qu'il faut que je puisse me hisser au niveau de compétence de ma discipline à un niveau partout sur Terre. On ne peut pas me tester. Et ça rentre dans ce qu'il disait, il faut le faire avec rigueur, avec conviction, parce que ce n'est que comme ça qu'on puisse arriver à ce niveau de compétence. Si on est à ce niveau de compétence, en tant qu'electrical engineer, chemical engineer, qu'on connaît là, toutes les disciplines qu'on a, si vous pouvez atteindre le niveau de compétence, vous vous faites former. Et l'intérêt avec, moi je n'avais pas ça au tout début, mais je me suis rendu compte que en formant, en certifiant, il fallait que je bouscule un peu le mindset, de réorienter comment on doit réfléchir pour arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que tous ceux qui ont fait ma formation jusqu'ici ne réfléchissent plus de la même manière. C'est obligé. Parce que mes certifications, on les passe à 90%. Si quelqu'un n'a pas 90%, il ne passe pas. Si quelqu'un a 89%, il ne passe pas. Parce que l'espace ne pardonne pas, c'est hostile. Et la collaboration, c'est à l'international. Mes partenaires sont dans plusieurs pays. Et les opportunités, la demande est tellement élevée dans le secteur spatial. Il n'y a pas les ressources. Donc, quand on sait que tu sais faire quelque chose, on t'appelle. Mais moi, je ne vais pas baisser le charisme et envoyer les gens qui ne connaissent pas. Parce que pour qu'on fasse confiance à ma signature sur une certification, c'est dur. Le Camerounais, là, ma chère.
Oui, moi j'ai des cours. À un moment, on me demandait pourquoi il faut qu'un Africain fasse ce qu'on peut faire en Europe. Il faut dire authentique. Authentique. J'ai été invité au sommet Afrique-France pour partager mon expérience d'entrepreneur dans le spatial. Moi, je n'ai pas eu froid aux yeux. J'ai dit, en plein Montpellier, le président Macron était dans la salle à côté. J'ai dit que faites-nous confiance. On ne demande pas la charité, on sait ce qu'on fait. Faites-nous seulement un peu confiance, comme ça vous allez voir. Parce qu'il y a la perception que ce qui vient de l'Afrique n'est pas forcément bien. Parce que en Afrique, même chez nous, hein, parce que non, est-ce que c'est la meilleure qualité possible? Est-ce qu'on ne peut pas trouver? Le résultat part très fort. Oh my God, stellar work, fantastic, world class, jusqu'à ce qu'on apprenne que c'est un Camerounais qui a. On commence à se dire, est-ce qu'au fond, briser ça, c'est l'action. J'insiste dessus parce que par ricochet, un pays comme le Cameroun et l'Afrique en général, je pose souvent la question, quel type d'Africain il faut pour qu'on puisse s'en sortir? Parce que si ça va comme ça, là, on ne va pas y arriver. Quel type d'Africain il faut pour qu'on puisse s'en sortir? Et je me rends compte qu'en fait, il faut des Africains qui ont le mindset du spatial, où il n'y a pas vraiment la tolérance pour vraiment, on devient allergique à la jonglerie. Il faut faire bien, il faut faire comme ça doit être fait. Donc ça, c'est step one. Changez votre mentalité par rapport à ce que vous faites déjà. Il faut peut-être vous former dans le secteur du spatial. Au pire des cas, l'administration étant un peu lente, on va dire que l'industrie spatiale a pris un peu de temps à décoller. Mais avec des certifications dans le spatial, vous devenez beaucoup plus intéressant dans votre domaine, dans d'autres industries que la personne qui n'a pas ça. Parce qu'on sait ce qu'il faut pour passer une certification dans le spatial. Et si vous êtes ici au niveau des disciplines et des rigueurs pour passer une certification dans le spatial, certainement vous êtes plus intéressant en tant que ressources humaines dans d'autres industries. Donc voilà. Merci. Thank you very much, Professor. And I 100% agree when you say that there's no space for mediocrity. We have to make sure that we are at the top of the game. And thank you for the shout out. Being the first Cameroonian to get the NAD certification obviously opened doors for me. Last week, I received an award at the International Astronautical Federation, where I was the first Cameroonian to get that award. And that was me standing on the stage with people who studied at Harvard, MIT. And when they asked me, where did you study? University of Boya, Cameroon. And I got a nano-satellite missions design training from NMD. So you guys, please check out the NMD stand and learn more about space mission design and all of that. So as a young Cameroonian who grew up having questions about space and now being able to have conversations around this, I imagine that some of the people here have the bristling questions. So I want to open the floor to any questions so we can have a conversation, because the purpose of this was a fireside chat. So let's chat by the fire, which is invisible. Any questions, contribution? Bonsoir tout le monde. Merci, chef la ministre, pour votre édification. Bon, moi, j'avais des questions par rapport à un projet. Si, par exemple, moi, j'ai besoin de données du trafic routier pour pouvoir les analyser en temps réel, en quoi est-ce que la satellite pourrait m'aider pour ce projet? Merci, c'est direct comme question. C'est-à-dire que comment tu peux régler mon problème? Alors, je vais d'abord vous... Je ne sais pas, vous avez visité le stand? Oui, non? Ok. Il
faut visiter le stand. Alors, la donnée satellitaire, bon, je fais un petit pas en arrière pour revenir sur un projet qui est en cours. NMD aujourd'hui travaille avec le Comité national de développement des technologies, c'est sous le ministère de la Recherche scientifique, et on est en train de finaliser une plateforme en partenariat avec Aerospace Labs en Belgique qui va permettre aux Camerounais d'avoir la donnée satellitaire de plusieurs sources. L'imagerie, la donnée climatique, la donnée AIS, mais aussi la donnée qui revient des capteurs qu'on aura mis sur le terrain. Et c'est là la pertinence à votre niveau. Parce que concernant la donnée sur le terrain, on a certains use cases qui nous sont, on va dire, obvious, mais parmi l'équipe qui va opérationnaliser la plateforme une fois qu'elle sera livrée, si tout se passe bien, décembre, plus tard janvier, ce sera livré. Et à ce moment-là, on va faire des appels, différents projets qui peuvent trouver de la pertinence dans la mise à disposition de ces données satellitaires. Dans le cadre du projet, la totalité des données seront accessibles gratuitement. Des données qui, s'il fallait avoir accès à ces données hors de la plateforme, coûteraient une blinde, mais le projet finance l'accès à ces données-là. Ça fait que on pourra mettre à disposition des vraies données, je parle de la donnée climatique, real time, avec la donnée historique sur 2 ans, sur toute l'Afrique. Ça veut dire qu'on peut rentrer 2 ans en arrière, voir quelles étaient les tendances climatiques, etc., par rapport à une chose ou l'autre, et puis se faire des projections vers l'avenir, sachant qu'on a accès à l'avenir dans les. Pareil pour l'imagerie haute précision, où, bien que l'historique ne soit pas de résolution fine, on pourra commander des images satellitaires, c'est-à-dire demander au satellite à partir de la plateforme, prends-moi une image de tel endroit, et puis on va savoir pourquoi on a besoin de ça. Et puis le satellite, au passage, prendra l'image, l'enverra, et puis on pourra l'exploiter sur la plateforme. Concernant les capteurs sur le terrain, votre cas peut être un bon use case, où il y a différents types de capteurs qui analysent le trafic, même si ce n'est pas du visuel. Il y a différents types de capteurs qui peuvent permettre d'avoir une idée de comment se porte le trafic. Qu'il y ait Internet ou pas, on pourra récupérer la donnée sur la même plateforme. Donc, ce serait intéressant d'avoir une conversation sur un potentiel use case où on pourra exploiter votre besoin pour mesurer le usefulness de la donnée en question et le fait de pouvoir relayer l'information du terrain vers le dashboard. Tout part, parce que parfois le souci c'est la connectivité. Heureusement, un jour le problème là sera résolu. J'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, merci. Et sinon, vous avez dit que vous allez étudier certains projets pour savoir ceux qui bénéficieront des données gratuitement. Et quels seront les critères de sélection? On n'a pas encore défini l'appel. Non, oui, mais elle peut passer au stand. Je vais lui dire là-bas qu'on n'a pas encore défini. Ça va se faire avec le gouvernement camerounais. Et une fois que ce sera prêt, on va lancer l'appel. Et il y aura tous les critères, etc. Bon, j'ai encore une dernière chose. Aussi, est-ce que ce serait possible de récupérer cette donnée directement dans un serveur, les données fournies par nos satellites, directement dans un serveur ou dans une plateforme cloud? Les données fournies par NMD, c'est une chose. Les données du projet, c'est autre chose. Les données de ce projet-là vont résider au CNDT. C'est des données de l'État camerounais. Et c'est à vocation à mettre à disposition aux Camerounais. Donc, une fois que le projet est lancé, vous avez besoin de données, vous demandez seulement. On va vous donner.
C'est pas NMD, c'est un partenaire technique. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce projet-là, vous allez demander la donnée à l'État. Et l'État va vous donner. Ouais. Maintenant, ce que NMD fournit, ça c'est autre chose. Mais dans ce projet-là, la donnée va résider au CND. Ce sera disponible pour les Camerounais. Et si je souhaite collecter mes propres données, si par exemple je souhaite exploiter, je ne sais pas si on aura un satellite, je ne sais pas comment est-ce que vous connectez. Et si par exemple moi je souhaite exploiter, puis pour pouvoir moi-même avoir accès aux données directement sans passer par l'État. Oui, ça c'est. J'aime les gens agressifs comme vous. Ça c'est bien. Il faut aller jusqu'au bout. Mais sauf qu'il faut savoir que il y a la régulation. C'est pour ça qu'on parle de régulation. Le secteur spatial est un secteur de souveraineté. Mais la chance que nous avons au Cameroun, c'est qu'il y a la relation PPPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. C'est pour ça que vous voyez les privés comme ceci exceller. Parce que l'État a ouvert et il y a collaboration. Mais en termes de gestion des données, les données appartiennent au gouvernement. Et c'est eux maintenant qui doivent assurer cette gestion. Parce qu'il y a des volets très sensibles, tels que la sécurité, qui parle de la sécurité, qui parle de la défense, qui parle des données de santé, qui parle... Donc on ne peut pas laisser à tout le monde de gérer ça. Ce n'est pas possible. Il faut bien qu'on contrôle et que ça soit bien monitoré. C'est pour cette raison que ça ne peut jamais atterrir comme ça dans votre serveur. Vous prenez un cas simple. Vous voyez les données de GSM. Est-ce que vous savez que c'est bien monitoré? Est-ce que vous savez que rien qu'avec le numéro de téléphone, on peut vous déshabiller? Est-ce que vous le savez? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, vous devez le savoir. Et ça, c'est protégé. Ça, c'est l'agent de l'étranger qui fait ça. C'est bien géré. C'est pour ça que dans les secteurs, il y a ce qu'on appelle chez nous dans le jargon administratif, les ministères de souveraineté. Ils sont très regardants. Je veux parler de la défense, l'énergie, l'ivresse, la présidence, la primature. On ne peut pas laisser les données comme ça. Vous comprenez? Au moins pour cette raison-là, l'État est propriétaire de ce. Et c'est pour ça que nous plaidons dans les bras à l'État quand même. Mettez-nous ça en place. Moi, je voulais terminer un peu en disant, comme ça, chaque fois qu'il parle, je pense toujours à une citation que je dois vous transmettre. Parce que moi, j'ai le besoin de transmettre. Il y a un procédé que vous devez intégrer dans tout ce que vous faites. L'optimisation de l'utilisation de vos acquis, de nos acquis. C'est-à-dire qu'une relation, même une relation à la maison, si vous n'améliorez pas les rapports avec votre femme ou votre mari, vous va vous quitter. C'est la même chose dans le travail. Vous avez un dossier. Ça ne vient jamais de nulle part. Vous avez déjà des acquis. Il faudra toujours chercher à optimiser l'utilisation de ces acquis. En termes clairs, vous avez déjà une unité comme celle-ci. Chez vous. Ce n'est plus théorique, là. Ce n'est plus un rêve. Je vous ai donné un pouvoir avec un rêve. C'est une réalité, là, maintenant. Rapprochez-vous déjà. Parce que nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de la recherche de l'information. Soit la lecture, soit l'Internet, soit même on vous rapporte. Maintenant, vous avez des cas concrets. On vous dit qu'on fabrique les nanosatellites au Cameroun. Ça ne vous dit rien. Mais il faut l'arrêter. Optimisation de l'utilisation de vos acquis. So we can take just one more question and you can be the experts after. Ok, merci de me passer la parole. Monsieur Friki, félicitations pour votre travail dans le domaine. Je suis spatial, mais je me focus souvent sur certaines questions liées au coût.
Ça coûte combien le programme spatial, c'est-à-dire mettre en orbite un satellite à basse altitude? Ça coûte combien? Et je veux savoir, le Cameroun est-il à une position géographique optimale pour effectuer les lancements? Je veux savoir s'il y a une zone au Cameroun qui est favorable à un lancement. Et j'aimerais également, ma dernière préoccupation, le poste de commande, c'est-à-dire le poste de contrôle qui va essayer de recevoir les données, déchiffrer, est-ce que ça peut s'implanter au Cameroun lié à sa situation équatoriale? Merci. Alors, je sais que le temps va prendre la parole après, mais je vais essayer d'être bref. Avant de répondre, je reviens légèrement sur l'intervention précédente pour préciser quelque chose. Il faut que vous compreniez bien comment l'affaire de données satellitaires s'y marche. J'ai des partenaires qui, donc on va dire, je suis revendeur d'imagerie satellitaire, c'est-à-dire que je peux vendre l'imagerie au gouvernement en CFA ou bien à une entreprise en CFA, etc. Mais je n'ai pas le droit de vendre à tout le monde. Le fournisseur qui me fait confiance sur la base, déjà j'ai l'expertise technique, mais est-ce que vous savez que pour obtenir l'agrément, pour signer un contrat de revendeur, le due diligence sur moi a duré près de 3 mois? Due diligence, c'est-à-dire qu'on s'en va fouiller. Vous comprenez bien? On s'en va fouiller, chercher, c'est qui ça, c'est quoi ça, est-ce qu'il a les affiliations bizarres avec les machins? 3 mois. Avant de dire que bon, on s'assoit et on pose pour si on peut vous laisser revendre l'imagerie satellitaire. C'est délicat. Et même dans l'imagerie qu'on permet de revendre, il y a les zones où on dit que vraiment, si on te demande les images là-bas, dis seulement que tu n'as pas, on ne te donne pas. Vous comprenez? Et c'est pour revenir sur ce que le grand frère disait, même dans l'action que je mets au Cameroun, qui a encore des, comment dire, regulatory loopholes, je suis obligé de dire à l'État, voilà ce que je suis en train de faire. Obligé. J'ai l'obligation de faire mon due diligence sur le client qui veut acheter. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec les millions, je vais seulement vendre. Non. Je dois aller m'asseoir et m'assurer que voilà quelqu'un qui remplit un certain nombre de critères qui me permettent de lui vendre la donnée satellitaire. Donc, quand le CNDT se positionne de telle sorte qu'on fait tout le travail administratif de validation, etc., et l'État dit OK, on est content. La donnée, et puis on va mettre à disposition des populations. C'est pour que vous compreniez tout le travail qu'il y a derrière. Quand la donnée est disponible et l'État dit allez, prenez, exploitez dans la recherche, etc., tout ce qu'il aurait besoin de faire, c'est demander. C'est qu'il y a déjà un travail de titan qui s'est passé derrière. Donc ne dites pas que c'est Big Brother, c'est comme ça dans tous les pays. Les données que l'agence européenne ou la NASA rend disponibles assez gratuitement, c'est au bout de beaucoup de travail. Les entreprises privées, européennes et américaines, la donnée qu'ils vendent, il faut que l'État leur donne le feu vert de vendre ces données-là avec des restrictions strictes. Sors un peu d'une restriction, voir ce qui va t'arriver. Non, on ne va pas t'expliquer, tu vois. Donc, ça c'était pour revenir sur notre... Alors, le Cameroun, est-ce que géographiquement, on est bien situé? Il n'y a pas d'explication. Oui. Je pense. La troisième question, c'était quoi? Le coût, la question est compliquée. Alors, une fois, j'étais à la télé, j'ai dit, on me
demandez pas combien elle a fait là, je ne vais pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un pays comme le Cameroun, pour avoir une première mission spatiale utile, je vais rester ouvert et dire que ça coûte moins cher que certaines dépenses que l'État fait, on va dire, de manière routine. C'est juste nous, on a encore un travail de sensibilisation à faire pour expliquer à l'État qu'en fait, peut-être vous pensez que vous n'avez pas l'argent de ça, vous avez. Ce n'est pas, c'est pas le genre de montant. Non. Un pays comme le Cameroun peut se payer le Cameroun peut se payer son premier satellite sans dire que bon, pas prêter ici, confortablement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais peut-être, parce qu'il a parlé des sites de lancement, je crois. Je crois qu'il avait déjà un peu effleuré cette partie en parlant de l'étude qui avait été faite en 2005 par une société que vous m'obligez de donner le nom. Takashi Space. Vous pouvez chercher ça, c'est pas caché. En 2005, quand vous voyez cette étude, vous voyez bien qu'ils ont détecté 5 sites au Cameroun, 5 différents sites où on est susceptible de construire un centre de lancement, si vous voulez, une base de lancement. Pourquoi le Cameroun? Je vous ai aussi parlé des 2 critères attractifs, c'est-à-dire la position géographique à l'équateur. Pourquoi? Parce que tout véhicule qu'on lance, n'importe où on se trouve, avant de commencer véritablement à monter, ils prennent la direction de l'équateur. Imaginez, vous êtes aux États-Unis, vous envoyez, vous allez d'abord, vous traversez le Pacifique, vous allez d'abord vous orienter vers l'équateur. Or, cette distance-là, c'est une défiance. Ça veut dire que si vous êtes déjà au niveau de l'équateur, vous n'avez plus, c'est des réserves que vous faites, donc c'est de l'économie. On est d'accord. Ça, c'est le premier avantage, donc économiquement. Là, nos satellites ont une durée de vie, je crois généralement de 15 ans. Vous savez pourquoi? Ce qui justifie cette durée de vie, c'est la charge. Et plus vous êtes au niveau de l'équateur, mieux votre charge peut être importante. Deuxième avantage. Alors, ça veut dire que lancer les satellites ou alors les véhicules en général au Cameroun devient beaucoup moins cher que de le lancer ailleurs. Je peux vous assurer que le jour où on aura notre centre de lancement ici, Elon Musk viendra voir notre père ici. Parce qu'en fait, c'est plus économique. Ça, c'est de un. Et les statistiques ont été faites. Il y a quelques chiffres qui se donnent. On ne peut pas être exact. Même le docteur n'est pas précis parce que la notion de satellite, c'est suivant les tailles. On ne peut pas dire que ça coûte tant. Ça va servir à quoi? C'est d'abord ça. Et on construit en fonction des désidératas. Et c'est en fonction de ça qu'on fixe le prix. Mais ça aussi, on peut dire que de 180 ou du moins de 200 milliards à 300, 400, 500, peut-être même beaucoup plus, quand ça va jusqu'à Géo, de pouvoir avoir un satellite. 200 milliards, 300 milliards, c'est quoi pour avoir un satellite? Vous voulez que je parle ici pour dire ce qu'on dépense ici pour ce qui n'existe même pas? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est une volonté. Mais maintenant que vous, les jeunes, vous exprimez, vous montrez que vous pouvez, on va vous donner cette volonté. Thank you very much, Dr. Ifriki. Our time is up. I think tomorrow we have another session on this question. So we'll invite you all tomorrow afternoon to look at the agenda and let's take this conversation.
contribution for that. Thank you very much, everyone, for making it to this fireside chat. We appreciate you coming here and just having this conversation with us, and hopefully very soon we'll have enough capacity to contribute to the creation of the National Space Program. Thank you. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, disait Sénèque. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Jean-René Limon. Merci, docteur Aïf Riki. J'espère que je prononce bien. Merci. Bonne soirée, rendez-vous demain 8h. Merci.